Voilà, bonjour à toutes et tous, habitantes et habitants de la galaxie. On va commencer ce quiz astrospatial numéro 20, déjà numéro 20, et oui, ça fait depuis l'automne dernier que j'ai commencé ces quiz, et ça marche bien, vous êtes contents, vous aimez bien jouer, donc c'est très bien, vous êtes contents et contentes, pardon. Je suis avec El Boucle aux Oreilles qui va nous accompagner encore une fois pour ce quiz, qui passe progressivement du rôle de joueur au rôle de co-streamer de cette émission. Qu'est-ce que ça te fait, Boucle aux Oreilles, de passer de l'autre côté de la barrière progressivement? Je ne sais pas. Ah bah. C'est étonnant. Une espèce de transition un peu dans la douceur, on va dire, quoi. D'accord, très bien. Le passage à travers l'écran s'est bien passé parce que il paraît que ça fait un petit peu des chocs électriques quand on passe au travers, tout ça. Comment ça? Ouais, dans la dimension alternative, dans le l'isekai du stream, en fait, on va dire. Alors un petit shout-out, bien sûr, shout-out à El Boucle aux Oreilles qui a sa chaîne Twitch, bien sûr, également. Chaîne Twitch. Je suis à moins de 0,2 viewers de moyenne pour passer affilié. Voilà, donc allez-y, soutenez-le. Il fait des streams, notamment de jeux avec des grosses machines. Des grosses machines, donc ce soit des gros avions, des gros bateaux, des gros camions, des grosses industries aussi. Des grosses industries, ouais, donc ça aussi des open world, et de temps en temps, pour se détendre, on fait des petits jeux indés, on fait des jeux un peu plus narratifs, un peu plus aventure, humoristiques, genre on peut se dire dans 2 semaines on se fait la campagne de Portal 2 juste pour se détendre, etc. quoi. Mais c'est aussi des grosses machines puisque c'est quand même des IA finalement. Oui, c'est des IA. Bonjour, et je suis aussi contributeur occasionnel sur Know Your Meme, où donc j'écris des articles sur différents mèmes internet qui passent. Donc bon, après ça fait quelques années que je suis moins actif parce que j'ai d'autres projets, d'autres occupations. Mais par exemple, c'était moi qui avais écrit l'article Know Your Meme sur l'élection présidentielle de 2017. Voilà. Et bien voici Know Your Meme. Voilà. Gros Poutou a gagné 15 points d'étoile, bravo à toi. Bravo. Johanna a gagné 25 points d'étoile, bravo à vous. Je rappelle que donc, les étoiles permettent de customiser son chat, qui apparaît en bas de l'écran. Vous suivez les instructions ci présentes, vous scrollez en bas de la page live, vous cliquez sur Stream Avatar et vous faites les instructions pour avoir de quoi modifier votre chat. Plus vous avez ramassé l'étoile, plus vous pouvez le modifier. Et si vous êtes abonné, vous avez accès à des modifications supplémentaires, comme le chat LGBT ou le chat trans, qui sont un petit peu les meilleurs chats de la Terre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi je suis toujours avec Galactic Ami et dorénavant je sais pas pourquoi je dis ça un peu comme Fabien Olicard, pourtant je suis toujours Galactic Ami. Voilà, on attrape des tics de langage des autres streamers jusqu'à preuve du contraire. Voilà, on attrape des tics de langage des autres youtubeurs et des autres personnes qui font ça. J'ai remarqué que des fois sur certains de mes streams je commençais à choper certains de tes tics de langage. C'est quoi mes tics de langage? Notamment quand par exemple tu réussis à faire une action, tu dis oui comme ça, par exemple. Moi de temps en temps ça m'est arrivé quoi. D'accord. Et à un moment j'avais aussi les tics de langage de Crane, je disais ah là là, voilà, ou et bim, voilà. Et bim le sub, il dit, quand il a des abonnements. Et au début, on n'entendait pas très bien ce qu'il disait dans le chat et on disait quoi, comment ça? Et bim le sub. Non, le sub. C'était un petit peu. Alors Terrence te dit qu'apparemment la musique est un poil forte. La musique est trop forte. Comment ça? Je comprends pas. D'accord, c'est une influence. Voilà. C'est bon là? Est-ce que ça va mieux? Et je remets le son. Et je coupe le son. Kim 111 qui nous dit bonjour de l'Alpha du Centaure, je suis à peine en retard, mais bon, la latence intersidérale est grande. Tout à fait. La latence intersidérale est grande dans ma famille. Mon grand-père l'avait, mon père l'avait. Plutôt, ma mère l'avait. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc, la chaîne Galactic Ami, c'est ici. Vous avez tout, Discord, Twitter, Utip, Twitch, YouTube, Instagram, Lego IDs. Financez-moi s'il vous plaît, financez-moi si vous en avez le cœur et la possibilité, puisque ça m'aidera notamment à upgrader le setup et notamment, vous le savez, cet ordinateur qui commence à donner des signes de vieillesse. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Voilà. Quoi d'autre? Et oui, les émoticônes, bien sûr, j'oublie à chaque fois. J'oublie. Et aussi, n'oubliez pas d'activer le quiz kit, comme je vous le rappelle dans les différents... quel que soit votre médium avec lequel vous utilisez Twitch. C'est pas faux. Minitel, Ronde Fumée, Pigeon.
Voilà. Voilà, c'est QuizKit Minitel, QuizKit... Attends, c'est QuizKit Télégraphe, je crois. QuizKit Pigeon aussi. Voilà. Et donc les émoticônes de la chaîne sont créés par ma chérie Fidafid. Voilà. Je vous mets le lien vers Fidafid. Voilà, vous avez tout ce qu'elle fait. Vous pouvez la contacter pour des dessins, des émoticônes, pourquoi pas des cours aussi de dessin. Voilà. Allez-y, contactez-la et puis d'un coup de baguette magique moyennant finance, elle répondra à vos demandes. Voilà. Je suis juste là pour écouter caché sous ma couette. Désolé de pas essayer de répondre. D'accord, très bien. Il y a un monstre sous ton lit, peut-être. C'est peut-être pour ça, en fait. Je pense. Tu as peut-être peur de répondre. Il y a des monstres autour de ton lit, peut-être. Peut-être que le monstre va répondre à ta place aux questions. Je sais. Ça se trouve, avec un peu de chance, avec un peu de chance, des fois les monstres, on pense pas assez aux monstres sous le lit. Des fois, peut-être ils sont juste tristes, ils sont juste tristes de pas pouvoir se faire d'amis, tout simplement. Hein. Peut-être, ouais. En fait, c'est ça, et ouais, c'est ça. C'est juste qu'il parle le baveux, donc il y a de la bave qui coule, mais c'est juste pour dire bonjour, en fait. C'est pas du tout de la bave d'humectation pré-ingestion, en fait. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, je passe à la radio régulièrement pour mon boulot. Et j'ai fait un jeu de mots un petit peu débile. Ça m'est venu comme ça. Je parlais du régolithe lunaire qu'on a rapporté avec l'émission Apollo. On a ouvert récemment un tube qui avait été conservé là-bas qui avait été pris là-bas et puis conservé ensuite pendant 50 ans inaltéré, puisqu'effectivement l'entropie augmente toujours, selon la thermodynamique. On a voulu garder ce truc inaltéré pendant 50 ans jusqu'à ce qu'on ait la technologie pour étudier ça autrement, de plus près, que sais-je. Et ce que je dis, parce qu'on ne peut pas désaltérer les roches, on ne peut pas leur donner à boire. Voilà. Je dis ça à la radio, voilà, ça c'est... Voilà. J'ai un lit posé au sol, mais interstice pour lutter les monstres. D'accord, très bien. Quand j'étais petit, c'est moi qui faisais les monstres sous le lit de ma sœur, elle a eu peur plusieurs fois. Est-ce que tu répondais aux questions aussi ou pas? En fait, ils sont gentils, ils font peur pour produire de l'énergie. Hein, c'est un mash-up entre Monstres et compagnie et Matrix, du coup. C'est ça, ouais. Bon, sur ces belles conneries que nous racontons, combien êtes-vous? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on va pouvoir commencer, c'est parfait. Allez, je vais lancer le Kazooie. Je rappelle donc, onglet QuizKit, vous activez QuizKit sur la droite de l'écran, vous cliquez sur QuizKit, vous cliquez sur activer. Je le remets une dernière fois dans le chat. Voilà. Et on répond pas dans le chat, oui, sinon ça marche pas forcément. Oui, je vais commencer ce quiz qui concerne la thématique suivante, culture générale en astronomie et en spatial. J'ai mis des questions qui parlent d'un peu de tout, plus ou moins rigolotes, plus ou moins faciles, vous allez voir par vous-même. Je rappelle de nouveau que si vous êtes sur YouTube, eh bien, il faut compter 1 point par bonne réponse et moins 1 point par mauvaise réponse. Si vous êtes en live, la règle est la suivante, vous avez 30 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus votre nombre absolu de points est grand. Par exemple, si vous répondez au bout de 2 secondes, 30 moins 2 égale 28, vous avez 28 points. Si vous répondez au bout de 28 secondes, 30 moins 28 égale 2, vous avez 2 points. Mais si la réponse est juste, c'est des points positifs. Si la réponse est fausse, ce sont des points négatifs. Voilà à quoi sert la valeur absolue que vous avez appris au collège et au lycée. Si vous n'utilisez pas tous les jours, bah là, c'est l'occasion de l'utiliser. Et vous voyez que ça fait très mal quand on met un moins devant. Voilà. Ça c'est fait. Je rappelle, hein, c'est avec les deux barres comme ça qui entourent les chiffres. Voilà. Et ben c'est parti. Exactement. Je vais boire un petit coup. Voilà. Pensez à s'hydrater, comme d'habitude. D'ailleurs, Goodzik, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu et du coup, il faut que je pense à boire sans lui. J'espère qu'il va bien. Si vous le croisez quelque part. Ça fait quelques jours, on n'a pas vu. Il y a des anciens de la chaîne qu'on n'a pas vu depuis quelques jours. Donc, vous Astrophysique, Goodzik, Pôle 5 TDI par exemple. Je ne sais pas. J'espère que. Espérons qu'ils vont bien. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils nous aiment toujours. Et ben c'est parti, on y va. Est-ce que la musique c'est bien? Est-ce que la voix c'est bien? Dernière petite demande. J'entends pas la musique vu que j'ai pas activé le son du stream. Faites-moi un plop dans le chat si vous êtes prêts pour commencer le quiz. Vous pouvez faire un plop, vous pouvez faire un plip, un plap, un plup. Oui, soyez inventif. Un poulpe si vous voulez aussi. Une sèche, un calamar, comme vous voulez. Vous pouvez faire des diphtongues aussi. Ploap, un truc comme ça. Plop, c'est bien ça, voilà. Faites des diphtongues.
My body is ready. My body is ready. D'accord. Reggie Fils-Aimé, comme n'est-ce pas, référence au célébrissime Reggie Fils-Aimé. Alors pour les cadavres. Ancien directeur de Nintendo of America. En fait, c'était pendant un live, c'était devenu une réplique un peu culte. C'était pendant un live, je crois en 2003, c'était pendant la présentation ou en gros, je sais plus d'une console ou d'un jeu de Nintendo, il s'était écrié My body is ready pour dire ouais, je suis prêt à tester le jeu, quoi. Et du coup, c'était devenu. D'accord. Je crois que c'était en 2006 pendant la présentation de la Wii, justement, pour à propos du motion gaming, etc. Quoi, si je dis pas de bêtises. C'est un article qui est. D'ailleurs, c'est un article qui est assez bien documenté sur Know Your Meme, justement, du coup. Parce qu'on peut penser aussi au cadavre. My body is ready. C'est ça. Oui, et red. Ouais, c'est ça. Je vais attendre que les étoiles soient consommées afin de pouvoir lancer le quiz. Consommez ces étoiles, s'il vous plaît. Consommer ces étoiles, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après on va les transformer. Si on consomme les étoiles, ça veut dire qu'on va se transformer en trou noir, ou est-ce que on peut dire on va générer des supernovas? C'est vrai que c'est des étoiles massives en plus, hein, donc. Non, les supernovas c'est les bombes. Ça fait un peu supernova. Il reste 2 étoiles à ramasser. Point d'exclamation saut pour les ramasser, je rappelle. Vous pouvez faire point d'exclamation bombe aussi, ça marche aussi. En fait, tout ce qui nous permet de nous éjecter dans la trajectoire de l'étoile, c'est pas mal, quoi. Alors, Thierry71 a raté son saut. Ah, dommage. Ou tirer des lasers comme SW7. Ah, la bombe, ouais, c'était pas mal la bombe là. C'était pas mal. Attendez, je vais vous aider un petit peu là. Regardez, on va faire ça comme ça. Puis après, on va faire ça comme ça. Voilà. Ouais, mais dans Star Wars. Oh, là, tu peux balancer des bombes. Oh, c'est génial. Oui. Oh, c'est trop mimi. Ah, c'est trop bien. Voilà, du coup, attends. Voilà. Ah, mais si Streamlabs ramasse des étoiles, ça sert à rien du coup, parce que Streamlabs c'est le bot. Mais non. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Première question. On fait comme d'habitude, je lis les questions impaires, tu lis les questions paires ou l'inverse? Qu'est-ce que tu préfères? Aussi. Ça me va, vas-y. Allez, je te laisse commencer par la première question alors. La question numéro 1, le temps qu'elle charge. Quelle est la suite? SMV, TMC, GSU. JSU. N, JSU. N, E, P ou Q? Aucune idée. Faut trouver la suite de ces lettres. Alors, Patoum sur Terre, on est parti. Tout à fait. Quelle est la suite de SMV, TMC, JSU? Ouf. Ah, tu commences fort, hein. On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, ça l'est pas du tout. Alors, c'est quoi ton pari? Qu'est-ce que tu répondrais? Genre, j'ai aucune idée. C'est la première fois que je vois cette séquence. Moi aussi. Pourtant, c'est pas la première fois que tu la vois. Ouais, mais en tout cas, là de tête, ça me dit rien du tout. Allez, je vous donne la réponse et tu vas essayer de m'expliquer pourquoi. C'était N la réponse. SMVTM. Que ça peut être? Si je te dis JF M A JASON, c'est quoi la suite? Attends. J'avoue que bah, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça finit par D du coup, décembre. Donc maintenant, si je te dis SMVTMCJSU, c'est quoi là? Pourquoi c'est N la dernière? Est-ce que vous avez compris dans le chat ou pas? Neptune. Eh oui, c'est Neptune. Oui. Mais alors, okay. Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Cérès, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah oui, d'accord. Ouais, non, j'ai bugué parce que j'ai pas compris que le S c'était pour le Soleil en fait. Je me disais bien que ça avait avoir ça. Le problème c'est que comme j'ai vu S, ça m'a perturbé. J'ai pas compris que le S c'était pour le Soleil quoi. Ah là là. Allez, voilà. je relance le quiz parce que c'était pas juste. Allez, non, j'assume, je me suis planté. Non, je relance. Je relance pour que vous ayez bien votre point quand même parce que c'était un petit peu trop méchant sinon. Allez hop, je relance. Donc vous trompez pas cette fois-ci. On va cliquer trop vite et on va cliquer sur le mauvais truc quoi.
J'ai bien fait de la mettre en premier, celle-là. Question... C'est la première, qu'est-ce que ça va être les autres? C'est ça. Allez-y, déchaînez-vous dans le chat. Vous avez intérêt à me battre là-dessus, quoi. T'étais le seul à être premier, dommage. Ah bah attends, il faut répondre rapidement, Tino Sentence. On va voir qui va faire le point. C'est parti. Allez. Bon, quelle est la suite donc? SMV, TMC, JSU. Bam, bam. Oh, pile une seconde. Il me manquait. Alors j'étais à 29,064. Donc moins de. Alors il me faut. Donc c'était. 64, ça fait 36 millièmes de seconde pour répondre. Avant une seconde moins 36 millièmes, quoi. Voilà. Ouais, t'es plus rapide. Alors. Tu cliques plus vite que ton ombre. Lucky Luke. Et du coup, dans le noir, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas d'ombre dans le noir. La latence de Alpha Centaur du Cotentin, ça compte. Vous remarquerez qu'il a écrit la latence de Alpha Centaur. Alpha Centauro. Ouais, donc c'est bien Neptune. Bravo aux 5 personnes qui ont trouvé. Oui. Oui. Bravo. Ah bah ça va, personne ne s'est trompé. Allez, on continue. C'est parti pour la question numéro 2. La deuxième question du coup. Tu fais les questions. Ouais, je fais les questions paires du coup. D'accord. Autant que la réponse arrive chez tout le monde. Tant que... Ouais, attends. Là, moi, ça cherche toujours pas. Voilà. Next question. Question numéro 2. Lequel de ces corps n'est pas une planète naine? Arrokoth, Eris, Makemake ou Cérès? Là, j'ai la réponse. Ça va. On cherche quelque chose qui n'est pas une planète naine. Enfin, je sais que parmi ces 4, il y en a un que je connais pas et 3 autres que je connais qui sont des planètes naines. Donc par élimination, je pense qu'on peut raisonnablement penser. Voilà. Alors, je prépare une nouvelle fenêtre pour afficher la gueule du truc. Hop. Voilà. Et... Alors. Quel est ton pronostic? Et ben moi j'aurais peut-être dit Arrokoth parce que je savais que Cérès, Makemake et Eris sont bel et bien des planètes naines, donc par élimination j'ai pensé que c'était Arrokoth. Eh bien oui, c'est Arrokoth. Alors Arrokoth c'est ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On dirait Churyumov Gerasimenko. Eh oui mais non, ça n'est pas Chury. Ça y ressemble, j'ai dit que ça y ressemble. Anciennement surnommé Ultima Thule, donc c'est le deuxième objet qui est allé voir la sonde New Horizons après Pluton en 2019. Donc c'est un objet transneptunien. Voilà. C'est un objet transneptunien qui s'appelle 2014 MU69 ou alors le 408... 486 958, voilà. Voilà, 486 958e astéroïde, enfin petit objet du système solaire. Voilà. Donc il est rougi par l'érosion interplanétaire, donc c'est-à-dire les. C'est pas sa photo, c'est en vraie couleur là ou oui, c'est les particules en fait les particules du Soleil, les rayons cosmiques qui vont éroder un petit peu comme ça la surface et c'est un processus qui fait un rougissement des roches de régolithe à sa surface. Voilà. Et donc c'est donc Arrokoth qui n'est pas une planète naine. C'est un objet de transneptunien plutôt sympa, bonne ambiance. Oui, tout à fait. Où suis-je? Je cherche. Voilà. Non. Où est-ce que c'est? Voilà. Bravo donc aux 4 personnes qui ont trouvé. Ouh. Nice. Ouh. Bravo. Et donc c'est toi qui vas lire la 3e question. Question numéro 3. Alors, le temps qu'elle charge, please. Il faut d'abord que les réponses arrivent chez tout le monde. Je vois qu'il y a 10 personnes dans le chat et je vois qu'il y a que 4 personnes qui répondent. Ça peut être une stratégie, hein. Ça peut être une stratégie de ne pas répondre quand on ne sait pas. Question numéro 3.
Question numéro 3, le temps qu'elle change, please. Quelle est la durée du jour sidéral de la Terre? 24h37 minutes, 23h56 minutes, 18h ou 24h? Et j'ai bien dit sidéral, et pas solaire. Je suis sidéré. Le jour sidéral, c'est le temps que met la Terre à refaire face à la même étoile lointaine, et le jour solaire, c'est le temps qu'elle met à refaire face au Soleil. Je note que parmi une réponse, il y a peut-être une réponse qui pourrait nous... qui parle d'une autre planète. Oui, effectivement. Effectivement. Et je vais préparer... J'avais préparé un petit page Wikipédia qui va bien. Tu t'es trompé, tu penses. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble le jour sidéral. Voilà. Le jour sidéral, c'est le temps que met la Terre à revenir face à une étoile qu'on mettrait par là-bas, par exemple. Et donc, elle met un certain temps pour faire un tour complet pour qu'en position 2, elle refasse de nouveau face à cette étoile. D'accord ? Et puis, vous voyez que pour qu'elle fasse de nouveau face au Soleil, eh bien, il faut tourner encore un petit peu. Et donc, ça veut dire que le jour solaire est un peu plus long que le jour sidéral. Alors, sachant ça, Elboog, peux-tu me donner la réponse? Eh bien, je pense que la bonne réponse est 23h56 minutes. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. Et effectivement, il y a 4 minutes de différence entre les deux. Et le jour sidéral mesure 23h56 minutes. Mais qu'était donc 24h37 minutes? 24h37 minutes, c'est la durée du jour. Je ne sais pas par contre si c'est le jour sidéral ou le jour solaire sur Mars. C'est une bonne question. Dis donc, Jamy. Je vais te dire ça tout de suite. C'est vrai que je me suis jamais posé la question pour Mars, pour le coup. Johanna Grimold dit désolé, je suis en mode larve spatiale depuis mon Covid, j'écoute mais ne participe. Peut-être que je suis en train de jouer à un jeu vidéo, mais chut, vous n'avez pas de preuves. Jamais nous oserions émettre une telle accusation, Johanna. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Attends, si je mets jour sidéral, Mars. Alors, 24 ouais, t'inquiète, Johanna, c'est pas grave. T'inquiète, Johanna, c'est pas grave. C'est 24h37 minutes pour le jour sidéral, 24h37 minutes et 24h39 minutes pour le jour solaire marsien. Exactement. Voilà. Et ça, un Mars et ça repart. Tout à fait. Donc il y a 2 minutes. Mais en fait, c'est à peu près logique. Il y a 4 minutes d'écart entre le jour sidéral et le jour solaire terrestre. La Terre met un an. La Terre met un an à faire le tour du Soleil, parce que Mars met 2 ans, donc 2 fois moins longtemps. Et donc c'est normal que l'écart entre les deux soit 2 fois moins grand du coup. Mais dans ce cas, on pourrait aussi dire, attention, théorie du complot. Comment ça se fait que le jour solaire ce soit pile 24 heures aussi précisément? C'est pas possible. C'est forcément les extraterrestres. Bah non, en fait c'est juste parce qu'on a défini les 24 heures justement en fonction du jour solaire. Oui, c'est vrai. Et il y a 1,4 milliard d'années, voilà. Il y a 1,4 milliard d'années, les journées sur la Terre duraient seulement 18 heures. Exactement. Ah. Voilà. Donc un petit peu avant les dinosaures, c'était oui. 18 heures. Exactement Ravinaille, entre le pôle Nord et l'équateur, il y a pile poil 10 000 km parce que c'est comme ça que le kilomètre est défini. Ça alors, et Vega, c'est presque pile poil 0 de magnitude apparente. Non, quel incroyable. Si. C'est incroyable. C'est la faute aux aliens. Et le pôle Nord, il est au nord, t'imagines? Tu te rends compte? Allez, la suite. La suite, c'est à moi. C'est à toi. Alors, dans ce nom de catalogue de l'étoile Vega, on a plusieurs noms. HIP 91262, que signifient les lettres HIP? Est-ce que c'est Hippolyte, Hippocampe, Hipparcos ou Hippodrome? C'est une bonne question. Les dinosaures se couchaient donc plus tôt. Oui, mais ils se levaient plus tôt aussi. Alors. J'aurais une idée de la réponse, mais je vais attendre un petit peu pour pas prendre le risque de perdre trop de points. Il faut savoir donc que chaque étoile a des noms différents selon le catalogue dans lequel elle est classée. Les catalogues sont faits par des campagnes d'observation ou des satellites qui ont des noms définis. Et
Et donc ces catalogues contiennent différentes données selon avec quoi les objets ont été observés à l'intérieur. Et donc effectivement, les noms des étoiles, et même de n'importe quel objet céleste, quand elles n'ont pas de nom usuel, elles ont de toute façon forcément des noms de catalogue avec les lettres du catalogue et le numéro de l'entrée dans le catalogue. Et donc, si nous cherchons sur Simbad, comme ceci, hop, si nous cherchons sur Simbad le numéro, enfin l'entrée Vega, eh bien on a tout un tas d'informations sur elle, bien sûr. Simbad le marin, c'est ça ? C'est Simbad le moteur de recherche professionnel d'objets célestes. Et nous regardons ici, nous avons par exemple ici HIP 91262, et puis on a plein d'autres, hein. On a HD, on a GJ, on a plein de choses. Et puis on a le nom usuel qui est ici. GJ, je vois à peu près ce que je crois. GJ c'est Gliese, c'est catalogue Gliese. D'accord. Ouais, et je crois effectivement parce que il me semble que dans une bande. Est-ce que tu connais la bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran ? Ça me dit quelque chose. Ouais. Bah franchement, tu devrais, c'est une super série de bande dessinée qui est vraiment très cool. Enfin, ouais, c'est une espèce d'univers étendu de séries. Il y a plusieurs séries principales. Mm-hmm. Et effectivement, il y a une des étoiles autour l'un des systèmes solaires autour duquel l'action se passe, qui est du coup une étoile du catalogue GJ, tu vois. Mm-hmm. C'est pas gilet jaune dans la mina, étonnant. Ah, exactement. Je veux pas dire le nom du catalogue parce que je sais pas si ce sera le sujet d'une question ultérieure ou pas, quoi. Mais tu sais que les radars routiers sont du catalogue GJ. Il y a marqué GJ dessus pendant une certaine. Exactement, ouais. Avec ma compagne, quand on passait devant, on disait « Ah, il a été GJ celui-là !» Anecdote amusante, savez-vous qu'une fois, dans mon département, il y a toute une série de contraventions qui ont dû être relevées par un radar automatique, qui ont dû être complètement invalidées parce que le radar était réglé à la mauvaise heure, avec 3 heures de décalage. C'est un peu Pourquoi ? Devinez pourquoi ? Bah je sais pas. Parce qu'on était à la Réunion et que le radar était réglé à l'heure de la métropole. Oui, c'est sûr que ça marche pas très bien. Effectivement. Du coup, évidemment, certains ont été très surpris de voir certains automobilistes réunionnais ont été très surpris de voir qu'ils recevaient des contraventions pour un excès de vitesse qui avait eu lieu à 4h30 du matin. Et parfois, ça pouvait être à une mauvaise date, puisque si tu passes minuit... Exactement. Alors, la réponse était donc Hipparcos, et Hipparcos, le voici. High Precision Parallax Collecting Satellite, satellite de mesure de parallaxe à haute précision, est une mission de l'Agence spatiale européenne destinée à la mesure de la position de la parallaxe et du mouvement propre des étoiles. Il a mesuré comme ça la distance de 100 000 étoiles, et quelques, grâce au déplacement qu'elles font sur le ciel nocturne par rapport aux étoiles beaucoup plus loin, à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil, puisque forcément que la Terre soit d'un côté ou de l'autre du Soleil, ça fait 300 millions de kilomètres d'écart, et donc ça fait que les étoiles, vues depuis la Terre, vont se déplacer d'un petit angle sur le ciel qu'on appelle la parallaxe, et qui permet du coup avec la trigonométrie de retrouver la distance de l'étoile. Et puis ce satellite a été du coup supplanté par Gaia, qui lui, on parle plutôt de milliards d'étoiles. Voilà. Pour ceux qui étaient sur mon live hier soir sur World of Warships, vous avez remarqué que sur certains anciens navires de guerre, notamment du milieu du XXe siècle, à l'époque où il n'y avait pas de radar, ils utilisaient des gigantesques perches télescopiques au-dessus des mâts des navires. Et ben c'est exactement ce à quoi ça servait. En fait, c'était juste des télémètres optiques qui utilisent le même principe de parallaxe pour calculer des distances. Et c'est encore la même chose pour les théodolites. Exactement. C'est les instruments qu'utilisent l'IGN. Les théodolites, non, je sais pas si c'est. Ah non, c'est peut-être un laser qui fait directement. Non, c'est pas la même chose. Un théodolite, c'est pas la même chose. Ça permet, c'est juste en fonction d'un point précis dont on connaît exactement la position, en relevant des angles et des trucs comme ça, ça permet de relever des positions. Je crois que ça existe encore, mais c'est pour des. Mais sur le triangulation, c'est pareil. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai utilisé des théodolites quand j'ai fait des études de génie civil. En tout cas, de mémoire, ça n'utilise pas. Ou alors, c'est peut-être un autre type de théodolite que je connais pas. Parce que là, c'est marqué utilisé pour réaliser les mesures d'une triangulation. Oui, entre guillemets, mais dans ce cas, tu décales. Ah, mais dans ce cas, tu décales. Tu prends des points de plusieurs endroits différents.
Oui, c'est ça. Prends des points, tu prends ton théodolite et tu le déplaces de plusieurs endroits différents. Le théodolite, effectivement, tu peux mesurer des angles très précisément, bien sûr. Dans ce cas, tu décales, tu prends ton théodolite, tu mesures un angle à un autre endroit, ensuite tu le déplaces à un autre endroit, et hop, ça permet de... Effectivement. Dans la Royal Navy, ils apprennent encore à se repérer. Pas que dans la Royal Navy, hein, dans beaucoup de marines, c'est encore... dans beaucoup de marines, et même d'armées, des armées de l'air, etc., t'es quand même obligé de savoir te repérer aux étoiles, parce qu'imagine que c'est pour une raison assez évidente. D'ailleurs, petite question d'actualité, on le voit aujourd'hui dans le conflit russo-ukrainien. Bah, quand on a une armée qui est trop dépendante des nouvelles technologies, genre des GPS, etc., bah, il suffit qu'il y ait un brouillage ou un truc du genre, un brouillage ou que l'ennemi brouille les communications ou brouille les transmissions, et bah pour que si tu ne sais pas te repérer, que tu es trop dépendant de la technologie, que tu ne sais pas te repérer par rapport à ton environnement, et ben ça peut être très compliqué. En effet, c'est ce que je dis toujours dans les échanges de Planetarium, c'est que si vous êtes perdu tout dans les bois, vous serez bien obligé de le faire, donc allez-y, levez le doigt vers l'étoile polaire, parce qu'ils n'osent pas, les gens, je leur dis, montrez-moi l'étoile qui bouge pas dans le ciel. Montrez-la moi, parce que si jamais vous êtes paumé tout dans les bois, il faudra bien savoir le faire. Et là, tout le monde lève le doigt. Parce que tout d'un coup, l'esprit chasseur-cueilleur refait surface, et ah, mais oui, c'est vrai. Exactement, ouais. Quand le GPS marchera plus, qu'est-ce que je vais faire? Parce que, oui, c'est vrai, parce que par exemple, on n'y pense pas, mais par exemple, imaginez qu'il y ait un conflit, on utilise le GPS qui est une invention américaine, imaginez qu'il y ait un conflit avec les États-Unis et que les Américains nous bloquent les transmissions GPS. Bloquent les signaux des GPS. Bah, c'est pareil. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Les Russes avaient étaient tout fiers d'avoir utilisé leur système GPS local. Sauf que les Ukrainiens avaient accès à l'utiliser aussi, donc ils ont bloqué les fréquences. Ils connaissaient les fréquences d'utilisation, donc ils ont brouillé les transmissions, et du coup les militaires russes qui n'étaient pas assez formés, n'étaient évidemment pas formés, sont trop mal formés aux techniques de localisation, notamment astronomiques, etc., ou même se repérer sur une carte, et ben ils se retrouvaient complètement perdus en Ukraine, quoi. D'autant plus que les Ukrainiens ont changé les panneaux. Ouais, c'est ça. Marqué F-word yourself, F-word yourself, c'est ça, exactement, ouais. Jusqu'en Russie. D'ailleurs, anecdote, ceux qui se souviennent de cette fameuse phrase, Ruski karablь, idi nahouï. Donc, navire de guerre russe, allez vous faire. Bref, et ben c'est ce même navire qui a été écoulé il y a 2 jours. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que... Il y a Tinous Santon qui dit sauf si tu perds dans une grotte, oui c'est clair. Mais le GPS, non, le GPS ça marche pas non plus dans les grottes même, remarque, donc... En Guyane non plus, effectivement, le ciel en pleine forêt, en pleine forêt amazonienne, c'est pas toujours évident. À moins que tu puisses grimper à l'arbre, hein, bien sûr. Les mauvaises langues diraient qu'en région parisienne ou en Bretagne non plus, mais bon. C'est pas faux. Mais je leur dis aux gens après, la phrase d'après, c'est de toute façon, s'il fait moche, par contre, vous êtes foutus. Voilà. Voilà. On passe à la suite, c'est parti. Next question. Oui, c'est à toi. Facile. Combien de temps met la lumière du soleil pour parvenir à la Terre? 1 an, 45 minutes, 8 minutes ou 1,3 secondes? Désolé pour le bruit. Oh, voilà une question qu'elle est très difficile. Voilà. Alors, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Moi je dis 42, parce que voilà. Parce que c'est toujours la réponse, dans le doute je dis toujours 42. Alors. Le dernier mot c'est pas bref. C'est clair. Bref. Bref, quand je me prépare pour un rendez-vous, j'attends toujours 2 jours avant d'envoyer un texto pour vous montrer que je suis un gars détaché. Entre temps, je tape son nom et son prénom dans Google, et j'apprends qu'elle était en secondaire au lycée François à Reims. Génial. Ramina qui dit que le feu à bord est éteint. Bah oui. Oui, la bonne c'est que le feu à bord est éteint. D'ailleurs, oui. La réponse c'est... attends que je vois, en principe, oui. Je t'écoute. Je vois pas le truc. Eh ben, la réponse c'est 8 minutes, effectivement. Alors... Et 1,3 secondes, c'est le temps que met la lumière pour arriver juste de la Terre à la Lune. Exactement. 45 minutes, ça fait à peu près... 45 minutes, c'est à peu près Mars quand il est au plus loin, grosso modo. Okay. Un an, je sais pas. Ouais. Mars, c'est entre 20 et 40 minutes, je crois, un truc comme ça.
Il y a une telle différence? Ça fait plus du... ça fait plus du 4 fois en place, hein. Attends, je vais te dire ça. Mais je crois que c'était cet ordre-là, en fait. Je vais te dire combien c'est le temps. D'accord, parce que là, 45 minutes, ça me paraît beaucoup. Mars, parce que Mars, c'est quoi? C'est deux fois la distance. 45 minutes, ça fait beaucoup. 45 minutes, ça fait beaucoup. Mais je crois que j'avais entendu 20 minutes. Peut-être Jupiter, non? Ah, peut-être qu'ils sont... Peut-être quand la Terre et Mars sont en opposition, peut-être. Bah, c'est ça. C'est que... Ah oui, non, c'est ça. Entre la Terre et Mars, pardon. Non, entre la Terre et Mars, quand ils sont j'ai pas précisé. C'est pas entre Mars et le Soleil, entre la Terre et Mars. Entre la Terre et Mars, quand ils font ton opposition. Oui, d'accord. Mais sinon, entre la Terre et Mars, ça doit pas être beaucoup. Ça doit être quelques dizaines de... Enfin, peut-être... D'ailleurs, Raminaï, pour répondre à ton message de tout à l'heure, grâce à au service rendu à la mère patrie, le Moskva a été promu en tant que sous-marin spécial. Voilà. Bien sûr. Donc pour calculer ça, vous prenez la distance de la planète au Soleil, vous divisez par la vitesse de la lumière, puis bah vous avez en secondes du coup, en secondes la durée, puis vous transitez ça en minutes et vous avez le nombre de minutes-lumière. La durée comme les macarons? Tout à fait. Mais bon, les parités sont beaux. Ah mais merde! C'est la ref. Oui, tout à fait. Alors, bravo aux 5 personnes qui avaient trouvé 8 minutes donc pour le Soleil, ça veut dire que quand le Soleil explosera, on verra l'explosion 8 minutes après qu'elle ait eu lieu. Ça laisse pas beaucoup de temps pour... On aura le temps on aura 8 minutes pour se préparer. Un peu plus, parce que techniquement, les particules du Soleil vont peut-être pas exactement à la vitesse de la lumière non plus, mais pas beaucoup. Mais bon, je pense que rien que la lumière, ça va nous griller sur place, je pense. Bon, de toute façon, il va pas exploser en quelques minutes, il va mettre plusieurs centaines de millions de millions d'années pour devenir une géante rouge. Mais donc, s'il y avait un événement cataclysmique, bref, comme dans les films de science-fiction, bah là, il faudrait 8 minutes, effectivement, pour le voir. Oui, mais Cygnus 71, dans la nuit, la lumière du Soleil met toujours 8 minutes pour nous atteindre. Mais c'est juste que pas le même côté de la Terre, quoi, c'est tout. Tricheur. Cygnus 71 est un tricheur, moi je le dis. Allez, c'est parti. Nouvelle question. Nouvelle question, vas-y. Quel savant de l'Antiquité a donné une mesure de la circonférence de la Terre avec des gnomons? C'est quoi des gnomons? Ératosthène, Aristarque, Ptolémée ou Aristote? Je vais attendre qu'il reste 10 secondes pour dire ce que c'est qu'un gnomon. Parce que je connais effectivement un savant de l'Antiquité qui a donné une mesure de la circonférence de la Terre, mais avec un gnomon, est-ce que c'est avec un gnomon? Un gnomon est un bâton qui fait une ombre. Bah voilà. Utilisé aussi dans les cadrans solaires notamment. D'accord. Il n'y a rien à voir avec un gnome. Enfin, peut-être étymologiquement parlant, mais en tout cas... Et d'ailleurs, anecdote, il y a un autre scientifique, un de ces deux scientifiques est très intéressant. Il a proposé un protocole expérimental pour mesurer une autre distance et qui est très très intéressant pour l'époque en tout cas. Si tu veux, je pourrais peut-être en parler. Carrément. Alors, la réponse, la voici. C'était Ératosthène. Si on a mal répondu, on va se prendre des coups de gnomon. Il est plus là pour le faire, t'inquiète pas. Donc Ératosthène, ou Ératosthène de Cyrène, est un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec. Né aujourd'hui, si on a autant de qualifications, c'est louche. À l'époque, ça passe. Aujourd'hui, ce serait un hyper docteur multi-PhD. Oui, on voit très bien de qui tu parles. Érudit reconnu par ses pairs, considéré comme le plus grand savant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il invente la discipline de la géographie, dont le terme est encore utilisé aujourd'hui. Il est nommé directeur de la bibliothèque d'Alexandrie par Ptolémée III. Il est connu pour avoir mesuré géométriquement la circonférence de la Terre en comparant les angles des ombres formés par des rayons lumineux du Soleil, donc frappant des gnomons, à deux lieux différents espacés d'une distance connue. Voilà, puisque forcément, s'il connaissait la distance entre ces deux gnomons et qui mesurait l'ombre, voilà, mais il allait voir une petite variation de l'angle des ombres qui montrait que c'est pas plat mais que c'est rond entre les deux. Voilà. Et donc il a pu comme ça mesurer la circonférence de la Terre en extrapolant. Vous avez ici le dessin de comment qu'il a fait le monsieur.
Et moi, ce qui me trouve intéressant, c'est non seulement Eratosthène qui était très intéressant. Ah mince, je vais devoir réactualiser le truc parce qu'il y a un bug du chat de Twitch. Voilà, je revois le machin. Allô? Moi, je t'entends très bien, tout va bien. Ah, ok, d'accord. Oui, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est parmi les 4 savants, il y en a aussi un qui m'intéresse beaucoup, c'est Aristarque. Aristarque, donc de Samos. Je sais plus à quelle époque il a vécu, mais lui, il avait proposé un protocole qui était absolument révolutionnaire pour l'époque. Il a mesuré la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil. Et du coup, il en a déduit une estimation de la taille de la Lune et de la taille du Soleil. Ouais. Et en gros, donc si je trouve, en gros, en mesurant, il est parti du principe que lorsque la Lune était au premier quartier, donc il était parti du principe que, du coup, entre le Soleil, que le triangle Soleil formé par le Soleil, la Terre et la Lune était rectangle, du coup, vu que la Lune est au premier quartier, était rectangle du coup du côté de la Lune, et du coup, à partir de là, il a utilisé donc des relations connues pour en déduire la distance Terre-Lune et la distance à partir des angles qu'il a mesurés, il en a déduit donc la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil et du coup le diamètre. Et du coup, à partir des diamètres apparents des deux astres, il en a déduit le diamètre des deux astres, du coup. Alors, c'est une mesure parce qu'il y a plein de biais partout. Mais effectivement, c'est une mesure, mais son protocole était irréprochable. Le seul problème qui s'est trompé, c'est effectivement à cause des erreurs de mesure qu'il avait, quoi. Ah, il peut y avoir des erreurs de mesure, il peut aussi y avoir des erreurs conceptuelles, comme Ramina, il dit par exemple, il supposait que le Soleil était infiniment loin, les rayons parallèles, etc. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui peuvent... Tout ça sans les chiffres arabes et romains. Oui, tiens, ils utilisaient quoi du coup à l'époque, dis-nous en T11 ? Bonne question. Après, je suis pas non plus spécialiste de l'histoire de l'astronomie, je connais quelques trucs, grosso modo, les trucs importants, mais après, je suis preneuse d'informations de ce genre-là, si vous en avez. On continue. Question numéro 7. Alors, le temps qu'elle charge... Quelle fut l'hypothèse de Penzias et Wilson pour expliquer le fond diffus cosmologique détecté par une antenne? L'utilisation d'un four à micro-ondes, le passage de camions de chantier, un faux contact introuvable ou des fientes de pigeons? Ce sont les deux radioastronomes qui ont découvert le fond diffus cosmologique par la pratique. Anecdote amusante, récemment, c'est ce qui est arrivé récemment à ma voiture. Comment ça? Ah, oui, d'accord. Lorsque je l'ai garé malencontreusement sous un arbre. Ça m'est arrivé aussi en prenant un chocolat, une fois. Et ça a fait pshhh. Et le pire, c'est que c'est toujours pas parti, même après plusieurs séances au lavoto. Aussi, on l'a sûrement déjà eu cette question à Terence, mais comme c'est un quiz culture générale astro, c'est possible. Ah, mais oui, justement, c'est pour prouver. Dis-toi qu'en fait, c'est pour prouver si vous êtes toujours attentif entre deux quiz, hein. C'est ça. Ah. Et c'était donc les fientes de pigeons. Et les micro-ondes n'existaient pas à l'époque. Enfin, je crois pas. Attends, micro-ondes. Les années 60, non, je sais plus. Les premiers micro-ondes, c'est. Ouais, attends, on va vérifier. Micro-ondes. Four micro-ondes. Four micro-ondes. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire qu'une fourmi, elle micro-ondes? Connu ça comme blague. Est-ce qu'on peut avoir un truc genre Wikipédia avec les dates? Wikipédia. Viens voir. Four à micro-ondes. Ça date de quand? Le premier. J'avais vu une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. L'idée a germé dans les années 46. Et la commercialisation c'était quand? C'est ça qu'il faut savoir. Commande de puissance. J'ai pas la date. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez la date du premier micro-ondes? Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Laurent Turcot, l'histoire nous le dira. Et pour répondre à la question de l'intérence, effectivement, c'est bel et bien une figurine de Toubi de Nier Automata derrière moi. Effectivement. Plus ancien. Et celle à côté, c'est une figurine de Megumin de Konosuba. Pour ceux qui connaissent. Le premier four à micro-ondes domestique est commercialisé en 1955.
par l'entreprise américaine tapant sur licence de Raytheon. Raytheon, c'est une entreprise très connue qui aujourd'hui encore fabrique des systèmes qui est notamment connue pour fabriquer des systèmes de guidage pour des armes, pour des missiles et des trucs comme ça, quoi. Donc ouais, c'est un acteur majeur de l'industrie américaine de l'armement, quoi. Alors, malheureusement. et donc le fond diffus cosmologique a été du coup théorisé, bien sûr, avant sa découverte par Penzias et Wilson. Et c'était en quelle année exactement? C'était sur l'antenne. Alors je vous montre le truc. Hein. C'est sur cette antenne-là, l'antenne Cornet de Ondel, qui a permis à Penzias et Wilson de découvrir du CMB. Ah ouais, c'était. Le CMB, c'est fond diffus cosmologique en anglais, c'est Cosmic Microwave Background. Voilà. Cosmic Microwave Background, ok, d'accord. Donc ce serait le fond cosmique en micro-ondes en français. Du coup, 1964. Voilà, donc le micro-ondes existait déjà, mais ce n'est pas ça qui a causé le problème. Ce sont donc les fentes de pigeons. Ils ont essayé de les enlever et ça a été toujours dans toutes les directions le signal, toujours le même. Et donc ils ont fini par aller contacter leurs collègues, leurs confrères astronomes, et qui leur dit en fait vous avez découvert le fond diffus cosmologique, cette chose là. Donc c'est le rayonnement de l'univers 300 000 ans après le Big Bang, quand la lumière a pu s'échapper de la matière. Et c'est un rayonnement qui était d'abord très énergétique au début, puis avec le temps, la longueur d'onde s'est étirée pour finir aujourd'hui dans les micro-ondes. Et c'est pour ça qu'on le détecte en micro-ondes aujourd'hui. Congratulations, voilà. The world is now a bunch of gas in space. Plus l'univers agrandira, plus ce rayonnement baissera en énergie et ça finira dans les ondes radio, etc. It's a star. Voilà, donc ils croyaient que c'était les crottes de pigeons. Pour ceux qui connaissent History of the Entire World, I guess, cette vidéo qui est juste légendaire. Je me souviens plus de ça. Faudrait que je te montre, Camille. Ok. On te demande si c'est une figure de Nier Automata qui est derrière toi. Oui, mais j'ai répondu effectivement, c'est une figurine de Nier Automata de Toubi, et juste à côté c'est une figurine de Megumi de Konosuba. Et on a un très beau JDMI de Ramina. Si un jour on arrive à exploiter l'énergie du fond cosmologique, ce sera une énergie fossile. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Par contre, tu vas peut-être pas en récupérer beaucoup, puisque c'est quand même dilué sur tout l'univers. Hein, donc, oui. Ça va être compliqué de concentrer tout ça quand même. Hein. Une sphère de Dyson à l'échelle de l'univers, je sais pas si c'est possible. Dans quel observatoire fut découverte 51 Pegasus B, la première exoplanète autour d'une étoile semblable au Soleil? Est-ce que c'est l'observatoire de Haute-Provence? Est-ce que c'est l'observatoire de Genève? Est-ce que c'est l'observatoire du Pic du Midi? Ou est-ce que c'est l'observatoire de Nice? Observatoire 4 fois, c'est dur à dire. Un indice, pendant longtemps, j'y ai vécu à l'époque de cette découverte, j'habitais pas loin. C'est un indice, mais il faut te connaître pour ça. Un petit indice personnel, petite anecdote personnelle. J'y ai travaillé, voilà. D'accord. Donc c'est Didier Queloz et Michel Maillot, donc qui appartenaient au... Parce qu'à l'époque j'habitais à Aix-en-Provence et depuis la fenêtre de mon appartement je voyais justement la coupole de l'observatoire qui est... Enfin, on voyait une petite lumière sur une chaîne de montagne à l'horizon, et ben c'était cet observatoire-là, il me semble. Oui, parce qu'en fait les deux scientifiques qui ont observé du coup cette planète étaient de l'observatoire de Genève, mais l'observatoire de Genève étant en ville ou proche d'une ville, et bien ils l'utilisent plus trop pour ce genre de choses. Je ne crois pas en tout cas, et donc ils sont allés à l'observatoire de Haute-Provence qui disposait d'un instrument dédié à la mesure de spectre d'étoiles. Il avait pas un nom précis. Un joli petit nom cet instrument, je me souviens plus comment il s'appelait. Elodie, ouais, c'est ça, oui. Et donc c'est l'observatoire de Haute-Provence. Yes. Situé à Saint-Michel de l'Observatoire, en face du centre d'astronomie de Saint-Michel de l'Observatoire. Voilà. Nice, very nice. Hop. Observatoire de Haute-Provence. Voilà, je vous montre The Telescope qui a servi. Voilà. On a l'instrument Elodie qui était dessus. Maintenant, il y a l'instrument Sophie à la place. C'est un instrument qui va pouvoir mesurer des spectres très précis d'étoiles pour pouvoir mesurer, entre autres, les variations à leur surface, l'astérosismologie, et également les variations de leur position sur le ciel par rapport à nous, et donc les vitesses radiales qui permettent de voir le déplacement induit par la planète autour. J'imagine que Sophie et Elodie, ce sont des acronymes. Oui, et je sais plus ce que veut dire Sophie, pourtant j'ai travaillé dessus, mais je sais plus ce que veut dire Sophie. Je vous dirai ça après, parce que la question d'après concerne aussi cette découverte. Alors, c'est parti. À toi.
Un instant. Combien mesure le diamètre du miroir du télescope qu'ils ont utilisé? Est-ce que c'est 178 cm? Est-ce que c'est 193 cm? Est-ce que c'est 210 cm? Ou est-ce que c'est 152 cm? C'est le télescope que vous voyez là. Alors, combien il fait? C'est une bonne question. Vous avez une chaise pour référence? On n'a pas de banane pour l'échelle. On n'a pas de banane pour l'échelle, c'est vrai. Indice, Camille et moi, on a fait un stage dans cet observatoire. C'est vrai, j'en ai fait plusieurs même, des stages dans cet observatoire. Là par contre, je peux pas répondre si vous êtes avantagé là du coup. Hein. Cherche son maître ruban, nous dira Minaï. Alors faites attention parce qu'avec les perspectives, comme c'est un fisheye la photo, il y a moyen que... Enfin je sais pas ce que c'est, mais c'est un grand champ en tout cas. Ça fait 152 cm, ça fait 10 fois 152 mm, ça fait 152 mm, ça fait 152 mm, ça fait 8 pouces si non. 152 cm. Oui, mais donc ça fait 10 fois attends, ça fait combien déjà? 127 ça fait 5, 152 ça fait 6, donc ça fait 60 pouces. OK. Je sais pas pourquoi, je pense à ça. Alors, tu dis quoi comme réponse? Je saurais pas, j'ai dit au pif, totalement au pif, j'ai dit 210. 193 cm. Ah, dommage. Et oui, c'est la taille qui compte. C'est la taille qui compte. Et donc ouais, c'est le télescope de 193 cm qui a été utilisé pour ça, qui est toujours utilisé du coup pour détecter les exoplanètes par vitesse radiale avec SOFI. 152 cm, c'est le deuxième plus gros télescope de l'OHP. 178 cm, c'est ma taille. Et 210 cm, c'est la hauteur de plafond d'une maison classique. Voilà d'où venaient ces chiffres. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Voilà, donc l'observatoire de Haute-Provence est un observatoire astronomique à Saint-Michel, observatoire près de Fort-Calquier et Manosque dans les Alpes de Haute-Provence en France. Depuis le 8 février 2017, il est inscrit au titre de monuments historiques. Voilà. Et si je cherche Sophie... Je vois depuis chez moi, il me s'attend. Alors Sophie, c'est spectromètre de haute... non, il faut attendre le nom exactement. C'est spectrographe pour l'observation des phénomènes des intérieurs stellaires et des exoplanètes, Sophie. D'accord. Voilà. Et Elodie, ça veut dire? Et Elodie, c'est un truc similaire, du coup, parce qu'il fait la même chose, mais un peu moins bien. Elodie... Ah, mais pas le... Attends. Acronyme Elodie OHP. Je cherche, mais ça se trouve c'est pas un acronyme, ça se trouve c'est le nom de quelqu'un, parce que là je vois pas. D'accord. Je ne trouve pas le... sinon il y a le spectromètre HARPS, H-A-R-P-S, qui est de la même classe que Sophie, hein, sur un des télescopes de l'ESO. Pour faire simple, en fait, Elodie permettait de trouver des planètes grosses et très proches de leur étoile qui font bouger beaucoup leur étoile. Et Sophie et Ars permettent de trouver des planètes telluriques qui sont plutôt un peu plus loin de leur étoile, donc plus petite et plus loin, et donc qui fait, je crois que si je me souviens bien, que la vitesse de déplacement de l'étoile mesurée par Elodie c'est de l'ordre du mètre par seconde, et Ars et Sophie c'est plutôt de l'ordre du centimètre par seconde. C'est pas beaucoup, hein. Comme vitesse pour une étoile qui est à Perpète-les-Oies, ouais. C'est pas beaucoup, hein. Non, voilà. C'est pas beaucoup. Et donc comment on fait ça? Eh bien on regarde la lumière de l'étoile en question, et l'étoile va rougir un petit peu et bleuir un petit peu à mesure qu'elle s'éloigne de nous, qu'elle s'approche de nous respectivement, à la même manière qu'un camion de pompier qui est plus aigu quand il arrive que quand il se part. Voilà, simplement. C'est le phénomène de l'effet Doppler appliqué à la lumière, et donc on regarde une raie d'absorption ou d'émission de l'étoile en question, bien précise, dans une couleur bien précise et bien étroite, et on regarde comment elle se déplace par rapport à ce qu'elle devrait être, et on sait alors si l'étoile est en mouvement et dans quelle direction, enfin dans quel sens par rapport à nous. Bah non, voilà, j'ai répondu. Je pense que je dis une connerie, parce que non, effectivement, c'est pas du tout ça que je voyais. Alors, Raminaï, c'est plus facile de voir ça sur les raies, puisque plus facile de voir le décalage d'une raie que le décalage de tout un spectre. Hein. Mais j'imagine que ça doit être faisable aussi sur le spectre. Après, ça doit pas rougir de beaucoup non plus, quoi. Donc, ça doit être plus facile à détecter quand c'est une raie. Moi, j'avais cru comprendre que c'était avec les raies qu'on faisait ça. Hein. Je pense que je me suis planté, parce qu'effectivement, lorsque je vérifie, à l'époque, l'endroit où j'habitais à l'époque, ça pointe pas du tout vers la direction de l'observatoire. Donc, c'était peut-être pas ça que je voyais à l'époque. Bon, c'est pas grave.
Alors après, il y a un autre observateur dans le coin, c'est l'observateur de Nice qui est sur le plateau. Il est en deux parties. Il y en a une partie près de la ville, une partie sur Calerne. C'était plus sur les hauteurs. Mais là, en direction de l'endroit vers lequel ça pointait, c'était plus sur les hauteurs de Marseille. Et je crois pas qu'il y ait un observatoire à cet endroit-là, quoi. Alors, entre Nice et Marseille, il y a le plateau de Calerne avec l'observatoire de Calerne qui est partie de l'observatoire de Nice, mais alors je sais pas si c'est au bon endroit. Je crois qu'il y a un observatoire à Marseille, non? En tout cas, il y a un centre d'astronomie à Marseille, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est un observatoire ou pas. Voilà, la méthode des vitesses radiales. Alors, juste que je regarde avec quoi c'est mesuré, si c'est l'éré ou tout le spectre, mais je pense que c'est l'éré. Hein. Parce que sinon, ça va être un petit peu chaud à mesurer. Alors, avec cette technique... Non, ça c'est l'étalonnage, c'est pas ça. Voilà. Une série d'observations sont effectuées sur le spectre de la lumière émise par une étoile. Des variations dans ce spectre peuvent être détectées lorsque la longueur d'onde de certaines raies d'absorption spectrale, c'est ça, augmente et diminue de façon régulière sur l'intervalle de temps donné. Ces variations peuvent être révélatrices de changements dans la vitesse radiale, donc la vitesse de l'étoile sur la ligne de visée. Celles-ci pouvant être altérées par la présence d'une planète en orbite autour de l'étoile, causant l'effet Doppler-Fizeau sur la lumière émise par l'étoile. Si une planète extrasolaire est détectée, sa masse peut être déterminée à partir des changements de vitesse radiale de son étoile. Un graphique de la vitesse radiale mesurée par rapport au temps donnera une courbe caractéristique, courbe sinusoïdale, dans le cas d'une orbite circulaire, et l'amplitude de la courbe permettra de calculer la masse de la planète. En fait, ça ressemble à ça. Voilà. Vous avez la vitesse en ordonnée, et le temps en abscisse, et donc la vitesse de l'étoile augmente et diminue au cours du temps sur la ligne de visée, donc par rapport à nous, vers nous et au-delà de nous, et en s'éloignant de nous. Et l'amplitude de cette courbe indique du coup l'amplitude de la vitesse de l'étoile, et donc c'est relié à l'amplitude du mouvement imprimé par la planète, qui lui dépend de la distance et de la masse de la planète. Plus la planète est massive, plus c'est grand, et plus elle est proche, plus c'est grand. Comme c'est le principe du centre de masse en fait. Hein, c'est le principe du centre de masse, hein, tout simplement. Si vous faites, comment dire, si vous prenez une altère et vous rapprochez une boule de l'autre, ça aura plus d'impact si la boule est plus grosse, et pareil, si elle est plus loin, ça aura plus d'impact si la boule est plus grosse, etc., etc. Et puis, s'il y a deux planètes, ça fait deux sinusoïdales qui se mélangent, et donc vous allez avoir une deuxième par-dessus qui va faire des petits aiguilles autour. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien sûr, si l'orbite n'est pas circulaire, ce sera un petit peu penché d'un côté ou de l'autre. Voilà. À la suite, maintenant, la question numéro 10. Regarde, l'étoile, elle rougit parce qu'elle est timide. Et on en soustrait la vitesse de la Terre. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas de paramètres à prendre en compte comme ça, Raminaï. Après, moi, j'avais travaillé sur le côté technique de l'instrument et pas sur les données. Mais effectivement, j'imagine qu'il doit y avoir la vitesse de la Terre à prendre en compte. Tout à fait. Alors après, en même temps, si la période de révolution de la planète est pas très grande, si c'est juste quelques jours, à mon avis, la vitesse de la Terre doit pas beaucoup jouer. Puisque en quelques jours, la Terre va globalement aller toujours dans la même direction, quoi. Par contre, si c'est une révolution qui dure plusieurs années, la Terre, elle a eu le temps de faire plusieurs tours autour du Soleil, et là, pour le coup, la direction de la vitesse de la Terre, elle a changé tout le temps. Donc peut-être que ça peut jouer, je sais pas. Ça, je sais pas du tout quelles sont les marges d'erreur possibles, quel est l'impact de ça, je sais pas du tout. Ok, next question. Question numéro 10. En quelle année les navettes spatiales américaines ont-elles été mises à la retraite? 2014, 2011, 2012, 2013. J'ai dit ont-elles été, c'est une liaison dangereuse. Je vous laisse réfléchir à la question. J'hésite entre deux années. Mais je suis quasiment sûr que c'est l'une d'entre elles. Enfin, celle dont j'ai... c'est juste pour pas dire la réponse, quoi. Voilà, pour pas dire la réponse à laquelle je pense. Parce qu'effectivement, c'est l'une de ces 4 réponses, forcément, oui. Hein. Ouais. Et donc ça a été remplacé par les vaisseaux de SpaceX notamment, et entre-temps par les vaisseaux de Roscosmos. Et vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué, donc heureusement qu'il y a les vaisseaux de SpaceX. Ouais. Mais toujours est-il qu'une mission est toujours prévue avec un astronaute américain à bord de Soyuz, et une mission de SpaceX avec un cosmonaute à bord du vaisseau. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas été annulé. Et donc la réponse, c'était 2011. Yes. Je ne me suis pas planté.
La navette spatiale américaine, en anglais Space Shuttle, ou Space Transportation System, STS, donc le nom des missions des navettes, est un type de véhicule spatial conçu et utilisé par l'agence spatiale américaine NASA, dont le vol inaugural remonte au 12 avril 1981 et qui est retiré du service en juillet 2011 après avoir effectué un total de 135 vols. Le dernier vol c'était le 21 juillet 2011. Et ça a été retiré puisque ça a beau être un engin réutilisable, le coût de réutilisation était trop cher puisqu'il y avait trop de choses à réparer après chaque vol pour pouvoir envoyer ce machin dans l'espace en toute sécurité, notamment, vous vous souvenez, les petites plaques de céramique qui ont coûté la vie à tout un équipage lors d'une rentrée atmosphérique. Et il y a aussi les serre-joints des boosters qui ont aussi coûté la vie à un autre équipage en 1986. Donc c'est Challenger en 86 et Columbia en 2003. 2003, c'est ça. Et question pour du beurre. Combien est-ce qu'il y a de navettes spatiales américaines en tout ? Alors, c'est une bonne question, mais je sais qu'il y en avait plusieurs qui n'ont jamais volé, Vous avez la réponse dans le chat ou pas ? Je me souviens pas, mais je sais qu'il y en avait aussi, en plus des 5 qui ont volé, qui ont servi, il y en a aussi une ou deux qui n'ont jamais volé, qui ont servi juste pour faire des essais au sol, ou des essais de tests sur des Boeing 747, mais qui n'ont jamais vu l'espace. C'est ça. Alors à ma connaissance, donc il y a Atlantis, Columbia, Challenger, Endeavour, Discovery qui ont volé, et Enterprise qui était le démonstrateur. D'accord, ouais, ça doit être ça. Je sais pas s'il y en a un 7ème ou pas. Je regarde si je trouve pas un tableau. Mais donc il y avait ces Challenger, Columbia qui ont été perdus. Ensuite c'était Atlantis, Endeavour et ensuite Discovery, voilà. Et c'est Enterprise qui a. Par contre, je sais pas dans quel ordre, mais Pathfinder. Dans Pathfinder, elle a vraiment existé parce que c'est dans For All Mankind, c'est une navette nucléaire. Après il y a aussi Enterprise, il y a aussi Hornet et Yorktown. Ah non, mais ça c'est les porte-avions de la guerre du Pacifique. Attends. Parce que effectivement Enterprise c'est un nom qui est très fréquemment donné aux navires de la marine américaine. Et jusqu'à très récemment, c'était le plus gros jusqu'à son retrait en service. C'est une maquette Pathfinder. Je crois que ce qui me semble c'était jusqu'à son retrait, je crois que c'était en 2012. L'Enterprise, le USS Enterprise était le plus grand navire de guerre jamais du monde. D'accord. C'était un super porte-avions de la classe, justement de la classe Enterprise. C'était et qui était qui te fait plus de 330 mètres de long et qui à l'époque était le plus gros navire. Le plus gros navire de guerre avec le plus gros tonnage, même si depuis il a été dépassé par des nouveaux porte-avions de nouvelle génération de la marine américaine. Mais effectivement, pendant très longtemps, l'USS Enterprise était le plus grand navire de guerre en service. Et il reprenait son nom de l'USS Enterprise, un autre porte-avions qui lui a combattu pendant la guerre du Pacifique, et qui a été le navire de guerre de la marine américaine qui a reçu le plus de décorations, et qui a participé à d'innombrables batailles, notamment contre les Japonais, etc. Et qui du coup est un... Je sais plus s'il est encore conservé aujourd'hui ou si c'est un autre qui est conservé en tant que navire musée. En tout cas, ouais, c'est un navire qui est très célèbre aujourd'hui encore, quoi. Et c'est pour ça que du coup, je pense que ça doit être en référence à ça que le navire du capitaine Kirk a été nommé USS Enterprise. J'imagine en tout cas. Je sais pas si c'est effectivement une référence à ça, mais en tout cas j'imagine que c'est j'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ça, oui, voilà. Et donc le Pathfinder, c'est une maquette d'orbiteur de la NASA, donc encore plus factice que Enterprise, grosso modo. Donc il y en a bien eu 6. Et dans la série For All Mankind, Pathfinder, c'est aussi la navette nucléaire qui vient après la navette spatiale. Dans le cas où, effectivement, comme dit Raminaï, il aurait fallu un programme spatial gigantesque, genre un vol par semaine pour rentabiliser tout ça. Mais dans la série, c'est le cas. Voilà. Donc, c'était bien 2011 pour la fin de la navette spatiale, alors qui devait être remplacé par le vaisseau Dragon de SpaceX et le vaisseau CST-100 de Boeing, mais pour l'instant, il fait Boeing, mais il va pas dans l'espace. Donc, pour l'instant, il y a juste la capsule de SpaceX. Et il y a aussi du coup la petite navette spatiale de Space Dev Dream Chaser qui devrait aussi voir le jour très bientôt.
Ouais, mais celle derrière Keno 71, celle qui est derrière Camille, c'est Discovery. Donc c'est pas. C'est celle qui est derrière Camille, c'est Discovery, donc elle est déjà comptée. C'est ça. Sierra Nevada Corporation, je confonds peut-être avec une autre entreprise. Elle a réussi en fait à miniaturiser. Elle a utilisé un système d'aperture science pour miniaturiser la navette spatiale Discovery, la mettre chez soi, quoi. Pour la mettre chez elle. Voilà. Ah là là, bah si t'essaies de voler avec celle-là, tu vas pas aller loin par contre. Hein. Non, je ne pense pas. Oh, c'est des briques, mais c'est. On n'a pas dit que les briques, en quelle matière devaient être fait les briques, hein. Non. C'est vrai que si. vu la taille des ailes, c'est presque une brique, hein. C'est une brique. C'est pas dans. C'est quoi? C'est dans quel film? C'était dans Space Cowboys avec Clint Eastwood et Tommy Lee Jones. En gros, c'est pas une navette. Cette navette, ça ne pilote pas comme un avion. C'est une brique volante. Oui, c'est ça. C'est peut-être de là que ça vient, ouais. C'est parti, on y va. Question numéro 11 à toi. Question numéro 11. Comment s'appelle la limite conventionnelle entre l'atmosphère de la Terre et l'espace 100 km d'altitude? La ligne de Kármán, la ceinture de Van Allen, le transfert de Hohmann ou la limite de Kerbal? Bon, il y a déjà une réponse que les amateurs de jeux vidéo peuvent exclure. Et oui, l'atmosphère de la Terre, en fait, elle s'arrête pas net à la frontière de l'espace. C'est d'une convention qu'on a décrétée. On a décrété qu'en deçà d'une certaine densité d'air, on considérait que c'était l'espace pour le long parce que ça devait avoir moins d'influence, une influence acceptable sur les vaisseaux. C'est à partir de l'étude à partir de laquelle on peut considérer conventionnellement, bien sûr, arbitrairement, que les frottements de l'atmosphère sont négligeables par rapport aux effets aérodynamiques de l'atmosphère. Ça dépend ce qu'on fait, parce que pour l'ISS, ils sont pas négligeables au point de la faire descendre justement à 400 km d'altitude. Elle est encore un petit peu dans l'atmosphère. Non, mais je veux dire, je pense que ça doit être négligeable, ne serait-ce que pour influencer sur les contrôles d'un véhicule, oui, quoi. Ça doit être simplement ça, ouais. Alors dans Wikipédia, on me dit elle correspond à l'altitude approximative où la densité de l'air devient si faible que l'ordre de grandeur de la vitesse de vol devenue nécessaire pour sustenter un aéronef est égal à la vitesse orbitale. C'est-à-dire que tu peux aller à la vitesse orbitale sans cramer, quoi. Voilà. Non, en fait, en gros, c'est pas que tu peux aller à la vitesse orbitale sans cramer, c'est que en gros, tu peux la vitesse, en gros, la vitesse pour que tu puisses pour que la vitesse nécessaire pour que l'air ambiant génère une portance est égale à une vitesse orbitale, en fait. D'accord. C'est que pour que tu puisses avoir un avion qui, si tu veux voler avec un avion à cette altitude, l'air est si peu dense que pour que la portance soit puisse porter l'avion. Et ben il faudrait que l'avion avance à une vitesse orbitale, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. On a Ramina qui fait une blague de très bon goût. Oh, c'est l'histoire de 2 milliardaires qui vont dans l'espace pour comparer l'orbite. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et la réponse était donc la ligne de Kármán. Voilà, la ligne de Kármán définit la limite entre l'atmosphère de la Terre et l'espace pour la Fédération Aéronautique Internationale, la FAI. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Rappelons au passage que Van Allen, dans tous ses concerts, il ne portait jamais de ceinture. Il portait plus des bretelles. Et oui, la ceinture de Van Allen, du coup, c'est la ceinture de radiation qu'il y a dans l'espace cislunaire entre la Lune et la Terre et qu'il faut traverser très vite si on veut pas avoir des cancers. Le transfert de Hohmann, c'est l'orbite de transfert entre deux planètes. Donc il y a un bout d'ellipse qui permet de passer d'une orbite à une autre. Et la limite de Kerbal, eh bien, est infinie, comme nous le savons toutes et tous, puisqu'on peut sacrifier autant de Kerbal que l'on souhaite quand on fabrique des fusées dans KSP. Voilà. Le nom de cette ligne vient du nom du physicien hongro-américain Theodor von Kármán, qui calcule l'altitude à partir de laquelle l'atmosphère terrestre devient trop ténue pour des applications aéronautiques. En effet, bien qu'il n'ait pas de limite précise au-delà de laquelle l'atmosphère terrestre disparaît, plus l'altitude augmente et moins l'atmosphère est dense, il existe donc une limite à partir de laquelle on ne peut en négliger les effets, ralentissement, échauffement, etc. Initialement, la valeur c'était 83,6 km, mais ça a été rehaussé. D'ailleurs, il me semble que dans KSP, vu que les planètes sont plus petites que leur équivalent réel, pour des raisons évidemment de limitation, il me semble que la ligne de Kármán, c'est aux alentours de la ligne de Kármán autour de la planète de Kerbin, je crois, c'est 75 km si je dis pas de bêtises. D'accord. C'est pas 100 km, il me semble que c'est un peu plus bas. D'accord.
Je dis pas si je dis je me trompe peut-être. Hein, je sais pas du tout. En tout cas, vu que je sais que les astres, les distances entre les astres sont beaucoup plus petites dans KSP, parce que évidemment les distances sont c'est beaucoup plus compliqué de gérer, ne serait-ce que pour le moteur du jeu, avoir beaucoup plus de mal à générer des gros chiffres. Donc effectivement, c'est le système solaire dans Kerbal. Il est quand même plus petit, quoi. Il est un modèle, genre, c'est un modèle à un demi, taille, c'est un demi ou un quart, ou une genre, quoi. Tout à fait. Par contre, les fusées sont toujours aussi grosses. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Question numéro 12. Chariclo, petit corps connu pour ses anneaux, est une comète, un transneptunien, un astéroïde ou un centaure? Bonne question, je ne sais pas du tout. Donc, les astéroïdes, c'est des cailloux de roche, les comètes, des cailloux de glace, les centaures, un hybride roche-glace, et les transneptuniens, c'est des cailloux de glace qui sont au-delà de l'orbite de Neptune. Est-ce que les comètes transitent entre Neptune et le Soleil? Un centaure, c'est pas aussi... je voyais à peu près... entre Jupiter et Neptune. Ouais, c'est ça, qui orbite entre les... qui est quelque part entre les... une comète un peu... Je sais pas si c'était... Attends. Là, j'avoue, je saurais pas du tout répondre, donc je vais pas répondre. Les comètes ont des orbites extrêmement allongées, s'approchent près du Soleil, tandis que les centaures... Les centaures, je crois qu'en fait, les centaures, ils sont à mi-distance, c'est-à-dire qu'ils se baladent entre les orbites de Uranus et de Saturne, il me semble. Ils possèdent des caractéristiques communes aux comètes, aux astéroïdes. D'accord, ouais, c'est ça. D'où l'appellation centaure. Non, je crois... Ah non, est-ce que c'est pas aussi du fait qu'ils s'appellent pas des centaures parce que le premier astre qui a été découvert là-dessus, c'était Chiron. Il a été baptisé Chiron, et que Chiron, c'était le nom d'un centaure. Du coup, tous les autres astres qui ont été découverts dans ce coin-là, ils ont porté aussi des noms de centaures. Et du coup, c'est pour ça, de centaures de la mythologie grecque, c'est pour ça qu'ils ont été appelés comme ça. Parce qu'il me semble que c'était aussi comme ça qu'ont été appelés les Troyens et les Grecs. Parce que justement, les astéroïdes troyens de Jupiter, ils portaient des noms de héros troyens, alors que les astéroïdes grecs portaient des noms de héros grecs. Donc, est-ce que c'est possible aussi que l'appellation centaure vienne de là, quoi? Bah les deux collent, en tout cas, les deux fonctionnent, donc... Les deux fonctionnent. Et donc la réponse, bien sûr, c'était un centaure. Voilà. Donc Chariclo, on a trouvé des anneaux autour avec une méthode d'occultation stellaire. On a attendu qu'il passe devant une étoile lointaine. Avec ça, on peut mesurer son diamètre, la possible atmosphère s'il en a une. Et également, de part et d'autre de Chariclo, eh bien, les anneaux vont éteindre l'étoile aussi à leur tour de manière partielle et symétrique. Et comme ça, on peut voir la présence d'anneaux. On peut en déterminer la densité, etc. Et donc, c'est la première fois qu'on avait fait ça. C'est ma directrice de thèse qui a fait ça, d'ailleurs, je crois. Et moi j'avais essayé de faire ça autour de Pluton, on n'avait rien trouvé, mais fort heureusement, puisque la sonde New Horizons s'arrivait à 52 000 km/h à cet endroit. Donc il valait mieux qu'il n'y ait rien. Et j'ai une pub qui s'est mise sur YouTube. Voilà, si ça a Auchan, on s'en fout, voilà. Ce n'est pas un placement de produit. Voilà. S'il y a Centaure, c'est complètement marteau, effectivement, d'inférence. Voilà. Donc en astronomie, les centaures sont de petits corps glacés qui gravitent autour du Soleil entre Jupiter et Neptune. Ils ont été nommés d'après la race mythique des centaures. Les centaures sont généralement de petite taille et les membres les plus grands, 199 Chariclo, a un diamètre de seulement 302 km. Voilà. Et donc ce sont des astéroïdes qui ont des activités cométaires partielles comme Chiron justement. Ah, voilà. Et c'est pour ça que ça a posé tant de problèmes de classification, parce que un astéroïde se mettait tout d'un coup à faire... à cracher de la poussière. Et d'ailleurs, Chiron a aussi des anneaux. Hein. D'accord, parce qu'effectivement, je vois ça. Le premier centaure fut découvert en 61, il s'agissait de 944 Hidalgo, mais on ne connaissait pas l'orbite de ce corps. Le premier centaure identifié en tant que tel fut 2060 Chiron, que l'on crut d'abord être un satellite de Saturne. En approchant de son périhélie et débloquant une queue cométaire, il fut reclassé comme comète, et est désormais classé comme à la fois astéroïde et comète. Ouais, de taille nettement plus grande que les comètes classiques. Et donc c'est pour ça que, vu que effectivement le premier astre identifié en tant que tel c'était Chiron, bah c'est pour ça que je pense que ça a été catégorisé en centaure en fait. Ils ont appelé ça les centaures, et que maintenant désormais tous les centaures... C'est pas parce qu'il s'appelle Chiron qu'il est catégorisé centaure, c'est parce que c'est un centaure qui s'appelle Chiron. Puisque... Ah bon, bah oui. D'accord. On n'écarta pas la possibilité qu'il pouvait s'agir d'une comète, et en 78, il a été proposé de nommer Chiron, la dualité homme-cheval de l'animal mythique, qui est le centaure, en voyant la possible nature astéroïde-comète du corps. C'est dans ce sens-là que ça marche.
Ah, d'accord. En fait, il a été nommé Chiron parce que c'était un astre hybride. Oui. Et c'est à partir de là qu'on a... Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, je comprends mieux, ouais, du coup. Je comprends mieux, effectivement. Tout à fait. Et c'est pour ça que cette classe s'appelle des centaures, puisqu'ils ont tous ces caractéristiques hybrides comètes-astéroïdes. C'est-à-dire qu'arrivés à leur périhélie, ils vont faire des petites activités cométaires qui n'étaient pas à gagner, quoi. Pas gagner d'avance, parce qu'il y a de la roche et des métaux dedans, de la roche et de la glace dedans mélangés. Et que donc, c'est pas censé faire une belle queue comme une comète, mais... Et puis ça se situe aussi dans une zone qui est un petit peu un entre-deux entre la ceinture de Kuiper et la ceinture d'astéroïdes. Les deux réservoirs d'astéroïdes et de comètes du système solaire. Donc c'est une appellation qu'il ne faut pas utiliser à Centaure et à travers. Exactement. Voilà. Et donc, si je regarde les anneaux de Chariclo... Alors, Chariclo... Par contre, je vois sur Wikipédia, il y a une vue d'artiste de Chiron. Apparemment, il serait sphérique. Est-ce qu'on a une indication là-dessus ou 300 km de diamètre, c'est plus ou moins sphérique, quoi. C'est vrai qu'à 300 km, ouais, c'est à peu près, hein, on est dans la zone un peu grise où ça commence à être sphérique, quoi. Mais après, bon... Ah, d'accord. Vue d'artiste de Chiron, et ses anneaux dans Celestia... Les détails à la surface... Ah, c'est... Ok, d'accord. Il n'y a pas de photo de Chiron. Il n'y a pas de... Chiron ou Chariclo, on n'a pas de photo. On a juste un... Oui, justement. Mais c'est tout. Justement, ils disent... Apparemment, effectivement, la vue d'artiste est générée dans Celestia, justement. Tiens, on l'a vu récemment. Après, il est possible... Par contre, ils décrivent... Les détails à sa surface et sa forme sont imaginaires, puisque Chiron n'est probablement pas à l'équilibre hydrostatique. D'accord. Donc, ouais, on est... effectivement, on n'est pas sûr, quoi. Parce qu'en fait, la taille, ça compte, mais il y a aussi la densité à l'intérieur. Si c'est plein de trous à l'intérieur, forcément, ça va pas... Tu n'auras pas la même masse et tu vas pas forcément avoir... Okay. C'est pour ça que tu as des astéroïdes, c'est pour ça que tu as certains satellites de Saturne, par exemple, Encelade, qui sont à l'équilibre hydrostatique alors qu'ils sont une taille ridicule, 500 km, alors que tu as des astéroïdes, par exemple, tu as des astéroïdes qui sont plus gros, et qui pourtant sont... Alors, tu penses à quel astéroïde ne sont pas à l'équilibre hydrostatique. Tu penses à quel Par exemple, astéroïde c'est quoi, c'est Japet, qui fait plus de 2000 km de diamètre, et qui non, pas 2000, c'est pas possible. Non, d'accord, autant pour moi. Parce que le plus gros, c'est Cérès, qui fait 900 km de diamètre. Ouais, mais je crois, par exemple, dans les satellites de Saturne. Ah, tu parles des satellites de Saturne. Par exemple, satellite de Saturne. Mais Japet, c'est autre chose, parce que Japet, il a un bourrelet équatorial. Ouais. D'accord, parce qu'effectivement, si je crois sur Wikipédia, ils disent qu'il n'est pas à l'équilibre hydrostatique. Si j'en crois Wikipédia, il me semble. Alors, Japet... Moi, et enfin, j'utilise ces deux exemples parce que c'est vrai qu'ils sont assez bizarres, parce que Encelade, qui est minuscule, qui est plus petit que Cérès, et qui a l'air taille comparable à Cérès, et qui est pourtant un équilibre, qui est pourtant un bel équilibre hydrostatique, alors que de l'autre côté, Japet, qui est beaucoup plus gros, n'est pas complètement à l'équilibre hydrostatique, quoi. C'est ça qui est étonnant, je trouve. Ouais, ça dépend de la densité. Mais il a surtout une crête équatoriale. D'accord. Après, je connais pas assez Japet pour vous dire pourquoi, mais il a effectué une particularité assez intéressante. Non, la Lune, c'est un œuf d'un gigantesque reptilien extraterrestre. Ah non, ça c'est encore dans Doctor Who, ça. Allez, question numéro 13. Question numéro 13. La deuxième étoile la plus proche du Soleil actuellement est Alpha Centauri, Luhmann 16, Proxima Centauri ou l'étoile de Barnard. Attention, hein, la deuxième. On parle bien de la deuxième étoile la plus proche du Soleil. Pas la première. Parce que j'hésite, pense savoir la réponse, mais mais j'ai un doute en fonction justement vu comment la question est formulée. Donc je pense que je vais répondre, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne. Il y a un petit piège. Effectivement, il y a un petit piège. Et il est possible qu'on réponde trop vite à cette question. Parce qu'effectivement, j'ai un doute. Parce que soit on parle d'étoiles, soit on parle de système. C'est ça qui me gêne un peu, quoi. Normalement, avec les réponses qu'il y a, tu peux par élimination résoudre ce malentendu. Parce qu'effectivement, je sais que l'étoile de Barnard, c'est une étoile, mais qui forme un système à elle toute seule. Enfin, qui est un système autonome, qui n'est pas dans un système stellaire. Mais par exemple, je sais que Proxima et Alpha du Centauri sont deux étoiles qui appartiennent au même système. Donc là, la question, ça les sépare. Donc ça veut dire que étoiles, ça peut être les étoiles d'un système aussi. D'accord, oui.
Alors, est-ce que vous avez la réponse? Tu répondrais quoi, du coup? Moi, j'ai répondu Alpha Centauri. Mais c'était la bonne réponse, puisque effectivement Proxima Alpha A et Alpha B sont les 3 étoiles du système Alpha Centauri. Mais en fait, Proxima, c'est la plus proche de ce système, et c'est à 4,2 années-lumière, tandis que les deux autres sont à 4,3 années-lumière, enfin 4,244 et 4,37 respectivement. Et donc la deuxième, c'est bien Alpha Centauri. Proxima Centauri, c'est la première. Après, nous avons l'étoile de Barnard à 6 années-lumière et demi, et enfin l'Human 16, qui est encore un petit peu plus loin. Hop. C'est un système binaire qui est à, que je dise pas de bêtises, 6,6 années-lumière. Voilà. Hop. Alors attendez, est-ce que j'ai dit une bêtise? Le truc de Barnard, l'étoile de Barnard, c'est combien déjà? C'est 5,96 années-lumière, l'étoile de Barnard, c'est ça. Donc dans l'ordre, c'est Proxima, Alpha du Centaure, puis l'étoile de Barnard, puis l'Human 16. D'accord. Bah, c'est bien pour ça, Tinus 111, que j'ai dit actuellement. Parce qu'effectivement, elles tournent, ces étoiles. Mais actuellement, c'est comme ça. Et je sais pas si on a déterminé. D'ici quelques temps, mais après, à mon avis, vu la taille de l'orbite, vu la taille de l'orbite, ça risque pas de changer. En tout cas, pas de mémoire, pas tant que l'humanité sera encore là, je pense. Hein. Ou en tout cas, ça aura pas beaucoup de temps de changer de manière significative pour qu'on sera encore là. Parce que je sais pas si on a tranché pour de bon sur la présence de Proxima dans le système ou pas. Et je sais pas du coup. Est-ce que ça pourrait être possible qu'en fait ce soit juste un astre qui passait par là et qui aurait été capturé qui aurait été capturé par l'influence gravitationnelle d'Alpha du Centaure, peut-être? C'est possible aussi, hein. Alors, Proxima du Centaure est depuis 32 000 ans l'étoile plus proche du Soleil, elle sera encore pendant 33 000 ans. Et après, ce sera pas Alpha du Centaure, ce sera Ross 248 qui aura pointé le bout de son nez depuis. Et alors... Donc elle est éloignée de 13 000 unités astronomiques, donc 13 000 fois la distance Terre-Soleil du couple Alpha Centauri A et B. Elle est en orbite autour de cette étoile double, elle met 547 milliers d'années, donc 547 000 ans pour faire le tour. Son périhélie est à 4300 UA et 13 000 de son... au plus loin. Donc là il est au plus loin du couple. Et donc, ça veut dire que quand elle se sera approchée de son périhélie, qu'on pourrait dire oui, alors en fait, ça va être l'autre, du coup, et ben, entre-temps, il y a Ross 248 qui va s'intercaler. Mais je sais pas si on a vraiment tranché sur l'appartenance ou non de Proxima à ce système. Je sais pas si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Est-ce que la chaîne YouTube de Camille sera dans 30 000 ans? Ah, pas mal, Raminaï, pas mal, la blague aéronautique, pas mal. Le B-52 ne sera plus en service. Ouais, parce qu'effectivement, le B-52, c'est une... La Soyuz aussi, hein. Ouais, Soyuz sera plus en service, quoi, c'est ça. Parce qu'effectivement, le B-52, pour l'anecdote, c'est vrai que c'est un avion qui a été conçu dans les années 50, qui a effectué son premier vol dans les années 50 et qui aujourd'hui est toujours en service, qui est toujours une bête de somme de l'armée de l'air américaine, et il prévoit de prolonger son service jusque dans les années 2040 voire 2050. Donc ça ferait un avion qui aurait plus de 100 ans de service, quoi. Au passage, du coup, l'Human 16, c'est une étoile double de naines brunes. Enfin, c'est même pas une étoile en fait, ce sont des naines brunes. Des étoiles qui ne peuvent faire que de la fusion de deutérium mais pas de l'hélium au maximum. Et l'étoile de Barnard. Ouais, tu sais, Raminaï, tu sais, c'était à l'époque où on était persuadé que le vol supersonique, ça allait être la panacée à tout, et finalement, non, en fait. L'étoile de Barnard... On préfère avoir des avions fiables, on préfère avoir des appareils lents mais fiables, plutôt que des appareils supersoniques qui sont technologiquement trop avancés. On a vu ce qui s'est passé, les appareils qui étaient censés le supplanter, genre le B1 Lancer, il a été très vite réduit. Le programme a été très très vite réduit.
Alors, l'étoile de Barnard, c'est une étoile simple, mais sinon toutes les autres sont triples ou doubles. Et le soleil, ben, il est tout seul. Voilà. D'accord. Allez, passons à la suite, c'est parti. Question numéro 14. Comment s'appelle la zone vers laquelle toutes les galaxies proches, entre guillemets, de la Voie lactée semblent être attirées? Est-ce que c'est Gargantua? Est-ce que c'est le puissant fond? Est-ce que c'est la masse supermassive? Ou est-ce que c'est le grand attracteur? Bonne question. Donc là, on passe aux très grandes échelles de l'univers. Et donc quand j'ai les galaxies proches, c'est les galaxies du superamas de la Vierge. Superamas galactique de la Vierge. Et donc, on est dans le superamas de la Vierge, et il y a quelque chose dans le superamas de l'Aniakea, pas loin, entre guillemets, qui attire toutes les galaxies du coin vers lui. Probablement un superamas de galaxies, hein, tout simplement. Suffisamment massif pour attirer les galaxies malgré l'expansion de l'univers. Enfin, malgré l'expansion de l'univers. En fait, si, l'expansion de l'univers contrecarre cette attraction, mais comment dire, faut parler de composition de vitesse. On est à la fois attiré par ce machin et à la fois éloigné par l'expansion de l'univers, à la même manière que vous prenez un chat, vous le faites monter un escalator qui descend. Le chat va effectivement être attiré par le haut de l'escalator, mais il va quand même descendre, puisque l'escalator va quand même plus vite que le chat. Voilà, on est dans ce genre de truc-là. C'est-à-dire que si le grand attracteur est le haut de l'escalator, on va effectivement vers là, mais l'escalator, donc l'expansion de l'univers, nous empêche de l'atteindre, et la distance ne fait que même que grandir par rapport à ça. Donc on n'atteindra jamais le grand attracteur, mais on est quand même attiré par lui. D'accord. Voilà, donc c'est bien le grand attracteur. Le grand attracteur Great Attractor est une anomalie gravitationnelle de l'espace intergalactique se trouvant au centre du superamas Laniakea, dans le voisinage du superamas de l'Hydre Centaure. Cette anomalie dévoile l'existence d'une concentration locale de masse équivalente à des dizaines de milliers de fois la masse de notre galaxie, la Voie lactée. Cette masse est observable indirectement par son effet sur le mouvement des galaxies et de leurs amas sur une région large de plusieurs centaines de millions d'années-lumière jusqu'au superamas de la Vierge. Le grand attracteur se déplace en direction du superamas de Shapley. Toutes ces galaxies possèdent un décalage vers le rouge. Toutes ces galaxies possèdent un décalage vers le rouge selon la loi de Hubble, ce qui nous indique qu'elles s'éloignent de nous les unes des autres, mais des variations dans ces décalages permettent de déceler l'existence d'une anomalie. Ces variations sont comprises entre moins 700 et plus 700 km par seconde, selon leur direction par rapport au grand attracteur. Et on ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est potentiellement un amas de galaxies avec de la matière noire, mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On a juste vu du coup les vitesses propres des galaxies, la composante en plus de l'expansion de l'univers qui pointe dans cette direction-là. Le grand tracteur, c'est pas un truc c'est pas une légende qui est faite pour faire peur aux soldats russes en Ukraine. Genre, ne soyez sages, sinon le grand tracteur va venir vous voler votre tank. Peut-être. Pardon. Allez, c'est parti pour la question numéro 15. Est-ce qu'on peut... Oui, après je demanderai... Oui, pas de soucis. Question numéro 15. Quel âge a l'univers? 12,53 milliards d'années, 13,78 milliards d'années, 13,82 milliards d'années ou 4,56 milliards d'années? Alors, j'hésite entre deux réponses. C'est normal, c'est fait exprès. Haha. C'est normal, c'est fait exprès. Bon. J'ai répondu 13,78 milliards d'années dans le doute, mais j'avoue que j'ai hésité entre les 13,78 et 13,82. 4,56 milliards d'années, bon ça c'est plus le système solaire j'imagine, ou la Terre, même plutôt. Et je crois que je me suis trompé dans la réponse, j'ai interverti de réponse, donc... Ah merde. Vous allez probablement avoir un souci avec la réponse. Ah, voilà qui est embêtant. Voilà qui est embêtant. Voilà qui est embêtant. Bah, franchement, c'est un scandale. Hein. C'est un scandale. Quelle la réponse c'était... Donc, la mauvaise réponse va s'afficher, mais c'est 13,78 normalement. D'accord. La dernière date de 2020, donc bravo à ceux qui avaient pris la bonne réponse. Je suis désolé pour 378. Ça. Bah, j'avais donné 13,78. Heureusement, j'ai attendu, donc on va dire que j'ai pas perdu. Remboursé.
Non, oui, c'était ça. On a commencé par 13,82 et ensuite on est redescendu jusqu'à 13,78. Et là, on en est même à 13,77 en 2020. D'accord. Voilà. 4,56 c'était l'âge du système solaire. Et 12,53, bah, c'est grosso modo l'âge du disque galactique de la Voie lactée, hein, grosso modo. Enfin, à quelques vaches près. Mais du coup, la question tombe un peu à l'eau puisque je me suis fait avoir par mon propre piège. C'est que j'ai répondu trop vite et du coup j'ai bon. C'est ça, désolé pour ça. Tu voulais dire quelque chose, Bruce, juste avant? Ouais, je veux dire, peut-être qu'on peut faire un point sur les scores intermédiaires. Bien sûr, tout à fait. Alors. C'est toujours les mêmes en tête, hein. Ça ne change pas. Ah ouais, hein. quand même. C'est toujours les mêmes en tête. On a Image Numérique qui est en 2ème position. Oh. Derrière, quand même. Pas loin derrière. Ouais. Le Bullseye, je vois que tu... Ouais, du coup, cette question, ça compte pas pour Question Oui, Score, forcément, cette question était un peu... voilà. Les vaches spatiales, c'est ça. Bah, pour un astronome, une vache, c'est une boule, hein. De toute façon, c'est trop petit. Bien sûr. Une boule suffit, hein. Bah, pour un mathématicien, une vache, c'est aussi une boule, hein, donc voilà. Bah, ça dépend à laquelle échelle tu travailles. Ça dépend. Bah, quand tu parles d'ensemble, une boule, voilà, quoi. C'est vrai. Allez. Continuons, la question numéro 16. Quel est le type spectral du Soleil? Je rappelle que le type spectral, c'est classe spectrale plus classe de luminosité. M5.3, A0.4, B8.2 ou G2.5. Les lettres et chiffres arabes, c'est la classe spectrale, et les chiffres romains, c'est la classe de luminosité. J'ai aucune idée de la réponse, mais vu que je savais qu'il y a une lettre Merci en particulier... beaucoup, LV38FR. Il y a une lettre en particulier que je savais que le soleil en faisait partie, du coup, bah, c'était la seule qui était là, donc j'ai répondu comme ça. Alors, je rappelle que les classes spectrales, c'est lié à la position des raies d'absorption des différents atomes constituant l'étoile, et notamment son atmosphère, et le pic de luminosité de l'étoile. Donc, grosso modo, les étoiles O sont plutôt bleues tirant sur l'ultraviolet, étoile B, A plutôt bleu, F c'est plutôt blanc, G c'est plutôt blanc-jaune, K orange et M rouge. Et ensuite les classes de luminosité, eh bien 5 c'est les étoiles naines ou étoiles normales, c'est les étoiles qui vivent leur vie hein, de fusion d'hydrogène en hélium. Et après on passe aux classes 4, 3, 2, 1 quand on commence à aller vers les géantes, les sous-géantes, les géantes et les super-géantes à la fin de la vie des étoiles. Les classes 6 ce sont des proto-étoiles, si je ne me trompe pas, et les classes 7, ce sont les naines blanches, des résidus d'étoiles, après la mort de l'étoile, quand elles font moins de 8 fois la masse du Soleil. Allez, c'est G2.5. Le Soleil est classé comme une étoile blanc-jaune, effectivement. Pourquoi G2? Eh bien parce que entre K et F, il y a 10 classes d'étoiles G. Il y a G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 et G9. Et la classe G0... Hein? G7 comme le taxi. La classe G0 vient juste après la classe F9 et la classe G9 vient juste avant la classe K0. Voilà. Suivi par Let's Consider a Cylindrical Co du même... Oui, John Hart, d'accord, c'est de là que ça vient, d'accord. Merci ELW38FR, je savais pas que ça venait de là. Après, moi, je pense que... Ceci dit, mathématiquement, une vache est un tort. C'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai parce que, attends, ça dépend. Ça dépend parce que... Ça dépend, combien de trous a une vache? Ah bah, un être humain, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est un être humain, c'est pareil, c'est un tort, il y a un trou qui fait, voilà, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a un trou, effectivement, qui va de la bouche à l'anus, mais il y a aussi les 2 trous du nez qui rejoignent. Du coup, c'est un trou avec 3 entrées et une sortie. Du coup, comment on fait topologiquement? Et Attends, j'avais vu une vidéo là-dessus. Le mal est d'un tort haut, effectivement. Attends, j'avais vu un truc. C'était pas une vidéo de Vsauce. Je crois. Hey, Vsauce, Michael here. How many holes does a human have? Ouais, c'est ça. C'est Vsauce. Je vous le mets dans le chat si ça vous intéresse. J'ai une blague un peu pas très sympa qui vient pas très... J'ai une blague pas très sympa qui vient à l'esprit. Si tu veux, on te redirait. D'accord. Camille, après ça, mais j'ai peur que ce soit pas très safe for work pour Twitch. Donc
Pour vous expliquer, voici un verre, et un verre n'a pas de trou. Puisqu'il est tout à fait possible, par la pensée, d'attraper le fond du verre, de le sortir, et il n'y a plus de trou, d'accord? Donc un verre est un creux. Et on peut le déplier, en fait, ça fait une feuille. C'est ça. Ouais. Non, ça fait une boule. Non, ouais, enfin, ça fait la si surface par du exemple on peut aplatir, on peut étendre ses côtés et l'aplatir au milieu, ça fait une feuille. À ce moment-là, tu étends tes côtés jusqu'à l'infini. Tu vas avoir un pavé ou enfin un disque, disque d'épaisseur infinitésimale. Mais en pratique, quand tu sors le truc, ça fait d'abord un ballon de rugby. Et par contre, donc c'est un creux. Pour faire un trou, il faudrait qu'il y ait un trou ici et qu'on puisse pas le déplier en fait. Donc un donut est un trou. Mais voilà, il faut que ça traverse en fait en mathématiques. Et donc vous avez dans cette vidéo de Vsauce tout ce que vous voulez sur le nombre de trous qu'a l'être humain, mais sachant que l'être humain a aussi des pores, a aussi le canal lacrymo, les trompes d'Eustache, enfin voilà, c'est compliqué du coup. Et que si vous êtes une fille, potentiellement vous avez des trous en plus, enfin, voilà. Enfin, un trou en plus, pas en particulier. Donc c'est compliqué de répondre à cette question, mais il l'a fait pour nous, donc allez voir sa vidéo, c'est très rigolo. Hey, Vsauce, Michael here. Exactement. Question numéro 17. À toi. Laquelle de ces lunes n'est pas une lune d'Uranus? Miranda, Rhea, Ariel ou Titania? Et ce sont toutes des lunes, hein, comme c'est indiqué dans l'énoncé. Mais seulement une ne fait pas partie du cortège d'Uranus. Really, Commander? Probing Uranus. Pour ceux qui ont joué à Mass Effect 2. Ne jamais dire Fly by Uranus en anglais. Ah, trop tard, exactement, je l'ai dit. Je désespère pas, hein. Un jour je ferai toute la saga Mass Effect en stream. Et ceux qui n'ont jamais joué à Mass Effect, vous avez intérêt à venir voir parce que c'est un incontournable de la science-fiction contemporaine. Enfin, du space opéra. Plus du space opéra en tout cas. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode pour faire venir des gens sur un stream. De les menacer, je ne crois pas. Alors, est-ce que je vous ai perturbé avec mes étoiles? Je ne sais pas. La réponse était donc Rhea. Rhea qui est une lune de Saturne. Saturne, exactement. Oui. C'est Titania qui est la plus grosse lune d'Uranus. Titania, Ariel et Miranda, justement, en fait, elles ont été nommées comme ça parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, quel lien avec Uranus, mais en gros, elles ont été nommées quand elles ont été découvertes en fait, c'était de référence à une pièce de Shakespeare, il me semble. Miranda, Titania, Ariel, Oberon, etc. Ce sont toutes des personnages d'une même pièce. Umbriel, ce sont aussi des noms d'une pièce de théâtre de Shakespeare, en fait. D'accord, je ne savais pas. Et sinon, Rhea, c'est le deuxième plus grand satellite de Saturne après Titan, donc au-dessus d'Encelade. Rhea, il fait 1529 km de diamètre. D'accord. Voilà, donc à peu près la moitié de la Lune, juste comme ça. Parce que la Lune, c'est 3000 et quelques, 3400 je crois, je sais plus exactement combien. 1737 de rayon, donc 1400, 1400 grosso modo de... 1477 je crois, kilomètres de diamètre. En plus de la mythologie grecque, il faut connaître la littérature anglaise. C'est dur l'astronomie. Et encore, faut connaître aussi les mythologies hawaïennes, parce qu'entre Makemake, Aomea, etc., voilà. Oumuamua aussi. Oumuamua, oui, bien sûr. Arokot aussi, je crois, non? Je sais plus. Et en parlant de littérature anglaise, l'étoile la plus éloignée du Soleil a été détectée là, par Hubble. Elle s'appelle Arendelle, qui vient du vieil anglais qui veut dire astre du matin, étoile du matin, et qui vient aussi de Arendil, un personnage du Silmarillion qui voyageait dans le ciel avec un vaisseau très brillant. D'accord. Voilà. Donc effectivement, ça peut servir. Donc c'est une étoile qui a 12,9 milliards d'années-lumière observées et à 28 milliards d'années-lumière en tenant compte de l'expansion de l'univers. Autant vous dire qu'elle est déjà morte depuis bien longtemps. Si vous posiez la question, celle-là pour le coup c'est vrai. Celles qu'on voit à l'œil nu par contre, elles sont trop proches pour qu'elles soient déjà mortes. Sauf si vraiment vous arrivez pile poil au bon moment, mais c'est peu probable. Question suivante. Question numéro 18. Combien d'humains ont pour le moment marché sur la Lune? 2, 6, 12, 14. Comptez bien. Alors.
Alors, Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, Apollo 17, Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20, Apollo 21, Apollo 22. Lesquels, dans ce que j'ai dit, n'existent pas, lesquels se sont pas posés sur la Lune. Un indice, il y a une mission qui n'est pas arrivée jusqu'à la Lune. Oui. Par contre, on ne t'a pas dit où s'arrêtait la liste. Ouais, exactement. Alors, et sachant qu'il y a toujours Moi j'ai dit... un qui reste en orbite et 2 qui descendent. Donc il y a, si je dis pas de bêtises, il y en a 12. Oui. Parce qu'effectivement, à chaque fois, il y a 12 astronautes qui sont posés. Sur toutes les missions Apollo, il y avait 2 astronautes. Et il y a 6 missions Apollo qui se sont posées sur la Lune. Donc Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 a dû rebrousser chemin pour la raison qu'on sait. Ensuite Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17 qui était la dernière mission. C'est ça. Et l'image numérique dit un indice, c'est un nombre pair. Oui. Oui. C'est bien, l'image numérique. Merci beaucoup. Et t'imagines juste pour nous feinter, la NASA elle aurait dit bah non en fait le dernier astronaute d'Apollo 17 ça va être quelqu'un qui était déjà parti sur une autre mission en fait. Non, du coup, il y en aurait que 11. Non, j'ai vérifié, il n'y a pas eu de double. Non mais je sais, mais t'imagines ils auraient fait ça juste pour nous feinter en fait. Aerocode, ça veut dire clé pour le peuple indien d'Amérique de Pocahontas. D'accord, je me souvenais plus. Merci beaucoup Team 71. Je savais tout de suite parce que Patrick Aubry a écrit un livre sur les programmes Apollo qui s'appelle 12 hommes sur la Lune. C'est vrai. Oh. Effectivement. Question juste au passage, l'Apollo 17 contient le seul astronaute scientifique des missions Apollo, Harrison Schmitt, qui était géologue. C'était une mission qui était dédiée à la géologie notamment. Et tout le reste, c'était des astronautes, donc plutôt du côté militaire. D'accord. Voilà. 12. Et donc à chaque fois il y en avait un en orbite, un pour le récupérer et repartir sur Terre. Un qui se faisait chier à les attendre. T'imagines pendant ces périodes-là, ça devait être l'être humain le plus isolé du monde en fait. Ouais, effectivement. Mais il avait plus de chances de revenir il avait quand même plus de chances de revenir que ceux qui étaient descendus au sol. Ouais. Parce que si jamais les tâches de remontée marchaient pas, c'était la merde. Ils étaient pas tous des pilotes de l'aéronaval, il y en avait aussi qui étaient pilotes de l'Air Force. Hein. D'accord. Enfin, de mémoire. Après, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me rappelle de l'époque, comment ça s'appelait, pour ceux qui ont vu le film L'étoffe des héros, effectivement. Effectivement, c'est effectivement, beaucoup étaient des pilotes d'essai à l'époque, qui soit étaient des anciens soit de l'US Air Force, soit de l'US Navy, justement. Alors, on a eu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irvine, John Young, Charles Duke, Eugene Cernan et Harrison Smith. Voilà, vous avez toute la liste ici si ça vous intéresse. Des astronautes qui ont marché sur la Lune. Il manque bien sûr les 6 qui sont restés en orbite. Notamment Michael Collins. Michael Collins, effectivement. Il y avait Jim Lovell aussi dans Apollo 13 et une autre mission. Je crois que Jim Lovell, du coup, il en a fait 2. Jim Lovell... Mais non, c'est Tom Hanks. Non, Jim Lovell, il a fait Apollo 8 et Apollo 13, c'est ça. Donc c'était pas... Apollo 8, c'était le vol circumlunaire, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti. On y va pour la question numéro 19. Question numéro 19. Comment s'appellent les 3 volcans alignés sur Mars, proches de l'Olympus Mons sur le dôme de Tharsis? Arcia, Pavonis, Ascrius, Arcadia, Acidalia, Utopia, ou Elysium, Tyrrhénia ou Argyre. Évidemment. Il y aura ça à chaque question sur Mars. Faut le savoir. Évidemment, les bonnes références, bien sûr. Est-ce que vous avez la référence, s'il vous plaît? Dites-moi où vous avez la référence. Mars Attacks, évidemment. Ah oui, Mars Attacks, les martiens qui disent hack. Faudrait que je revoie parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je me souviens pas de tous les gags et de tous les de tous les passages mémorables du film. Ouais, c'est ça quoi. Donc tout ce que j'ai indiqué là sont des noms géographiques, enfin des noms aréographiques, pardon. Donc sur Mars, hein, la planète est contenue dans le nom. Le dôme de Tharsis, c'est donc un dôme volcanique qui a percé sur Mars et qui a donc notamment rompu la croûte de là où il y a
le canyon géant Valles Marineris. Il y a donc 3 volcans alignés, un très gros à côté. Mais Olympus Mons est compté comme faisant partie du dôme de Tarsis ou pas en fait? Tout à fait. D'accord. Voilà, le dôme de Tarsis, le voici. Et donc la réponse, c'était Arsia Mons, Ascraeus Mons et Pavonis Mons. Voilà. Mais franchement, t'as vu quand même, tu nous maintiens en erreur, je suis désolé. Pourquoi? Moi, j'arrive jamais à les retenir. Alors pourquoi tu les donnes pas tu donnes Arsia, Pavonis et Ascraeus. Ah ok, non, si, j'ai rien dit. Si, ils sont dans l'ordre. J'ai rien. Et au passage, c'est sur Pavonis Mons qu'a lieu l'arrivée de l'ascenseur spatial dans la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Je me trompe tout le temps, je suis incapable de les retenir correctement, quoi, leur nom. Enfin, si Arsia, Ascraeus et Pavonis, j'arrive, mais l'ordre des 3, je suis incapable de les retenir. Adanterance dit j'ai jamais accroché au film parce que le moyen de poursuivre les Martiens est complètement what the fuck. Bah en même temps, Adanterance, c'est un nanar, donc si tu n'acceptes pas le principe du nanar, tu peux pas accrocher au film. C'est pas Tim Burton d'ailleurs? Je sais plus. Si ça avait été un moyen plus logique de tuer les Martiens, ça aurait pas été un nanar, du coup ça aurait été un mauvais film. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait failli dans son contrat. Pavonis, c'est sur l'Équateur, effectivement, ouais. Ok. Effectivement. Elysium, c'est le deuxième massif volcanique martien, donc beaucoup plus à l'est de cette image-là. Arcadia, Acilia, Utopia, c'est les grandes plaines du nord d'un lys là où il y avait avant l'océan boréal martien pendant le Noachien. Tyrrhena, Argyre, c'est une dépression sur Mars, c'est un grand cratère vers le sud de Mars. Et Tyrrhena, je sais plus ce que c'est. Ça aurait pu être ces 3 volcans là, mais j'ai décidé que c'était pas la bonne traduction. Voilà. Est-ce que je peux vous trouver Map of Mars? Tyrrhena, je sais plus ce que c'est. Tyrrhena. Ah bah attendez, je suis bête. Alors, Tyrrhena. Que tu fermes la fenêtre si tu veux nous la montrer à l'écran. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que là, t'as beau nous montrer les trucs, là on a la fenêtre de Amazon devant, quoi. Alors, il faut que je détaille, sinon vous allez rien voir. Voilà, alors, donc nous avons ici les 3 volcans alignés, là. Ouais, donc, bien sûr. Arsia, Pavonis, Ascraeus, Olympus Mons. Juste à côté, du coup, il y a les canyons de Valles Marineris et Capri, Chasma, etc. Encore plus à l'est, on va avoir Syrtis Major et Isidis Planitia, les 2 plaines ici, un peu en yin et yang là. C'est ça, ouais. Donc là, on entre sur la plaine. Syrtis Major, c'est la grande plaine sombre, c'est ça? C'est ça. On entre sur la plaine de l'océan boréal, dont en fait, oui, non, c'est ça, tout à fait, et qui finit justement sur la grosse île constituée par le dôme de Tarsis. Et si on va plus à droite, on tombe du coup sur d'autres volcans ici, qui s'appellent Elysium Mons. Donc là, c'est le Elysium Mons, Hécates Tolus et Albor Tolus. Et Tyrrhena, je sais plus ce que c'est. Tyrrhena. Tyrrhena Terra, c'est donc un haut plateau de l'hémisphère sud d'un terrain ancien, donc très cratérisé, qui n'a pas été effacé par l'océan, qui est du coup juste au sud de Syrtis Major et Isidis Planitia. Et enfin, donc, Acidale Planitia est ici, juste au-dessus de Valles Marineris. Ensuite, on a Utopia Planitia qui est un peu plus à l'est, et Arcadia Planitia encore plus à l'est, donc de part et d'autre de Elysium Montes. Petite question, est-ce que vous utilisez Google Mars? Ah, c'est très bien ça, Google Mars. Ouais. Parce qu'effectivement, moi j'utilise encore Google Earth Pro, un petit vieux réflexe, et du coup, effectivement, on peut switcher entre la Terre, Mars et la Lune, quoi. Et Arcadia Planitia, donc c'est ce cratère qui est ici, qui est près du pôle sud de Mars. Autre gros cratère qu'on a sur Mars, on a Hellas Planitia et encore un truc de grec, quoi. Et l'autre, on a Hellas, Argyre et
Il m'en manque un. Mince. Non, j'ai peut-être fait le tour. Hélas. Non, c'est ça. Hélas, c'est l'arrière. C'est les deux très gros cratères que Kim Stanley Robinson remplit d'eau pour en faire une mer. Enfin, deux mers, en fait, dans la série martienne. Et je vous conseille cette série de bouquins puisque c'est vachement bien fait. Et c'est basé sur des données réelles. Donc c'est très très intéressant. Tirena Pardelas remonte d'Aovalis au nord-ouest. Ah, on a un martien dans le chat. Nous avons un martien dans le chat. C'est Tim Burton. Oh, mais ça reste un nanar. Même si c'est Tim Burton, c'est un nanar. C'est un nanar de Tim Burton à Danterence. C'est pas comme Big Fish ou autre chose. C'était moi qui avais posé la question si c'était Tim Burton, j'arrivais pas à me rappeler. Tim Burton a fait un nanar. Enfin, peut-être même plusieurs, mais en tout cas, au moins un. Dernière question. Récemment, il a aussi fait pas mal de navets. Enfin, certes, oui, c'est vrai. Beaucoup de gens, oui. Mon préféré, ça reste Charlie la chocolaterie, en fait. Et les trois journaux de Monsieur Jack. Non, 3. Et Big Fish. Voilà, mes trois préférés, c'est ceux-là. J'ai pas vu beaucoup de films de Tim Burton, mais parmi ces grands classiques, il y en a pas beaucoup que j'ai vu en fait. T'as vu Big Fish? Big Fish, il est très très bien. Big Fish, je l'ai pas vu en entier. J'ai vu des extraits à l'époque où il passait à la télé, mais je l'ai pas vu en entier. Mais j'avais. Du peu que j'ai vu, je dis ah ouais, c'est très cool. C'est très cool. C'est celui qui est émotionnellement le plus intéressant, je trouve. Dernière question, c'est parti. Que c'était avec Ewan McGregor, non, il me semble. Tout à fait. Ouais. Et avec ses acteurs habituels, Helena Bonham Carter, etc. Ouais. On y va pour la dernière question? On y va. Quelle est la suite? B, P, V, C, S, 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 B, V, L, C, G. Je donnerai un indice arrivé à 10 secondes. Après, mieux que la série KSR, je sais pas, moi, Ben Bova, ça m'a pas marqué. Après, mieux, c'est tellement... J'ai pas répondu. Mieux, c'est très subjectif, en fait. Hein. C'est très subjectif. Là, il faut que je réfléchisse trop vite, et là, tu demandes de réfléchir beaucoup trop vite pour que je trouve la définition, la signification de la suite, en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'utilisent les astrologues, notamment. Ce sont les constellations du zodiaque. Et donc, nous avons... j'attends que la réponse s'affiche. Nous avons Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Serpentaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux et enfin Taureau. Voilà. Effectivement, vu comme ça aurait pu être. On aurait pu vite. Et si on savait que c'était les trucs, on aurait pu vite deviner parce que c'était le seul qui n'était pas dedans. Et qu'on sait qu'il y en a obligatoirement parce que Taureau, voilà. À condition de savoir que c'était les constellations du zodiaque. C'était sur le même principe que le JFFF Masonde là, JFF Mamjasonde des mois de l'année. Il y a des gens qui croient plus facilement que les autres aux pseudosciences, notamment les Capricornes et les Gémeaux. Tu es Capricorne aux Gémeaux, Raminaï? Ah là là. Final Result, c'est parti. Alors, qui gagne? Elle boucle les oreilles, 327 points. Image numérique, 256 points. Raminaï, 187 points. Avanterance, 60 points. Contestante, 32. Oui, 65 points. Bravo. Effectivement, LDV 38 affaires, il manque le furet, référence à l'horoscope du Gorafi, effectivement. Ah, ça, je connais pas. C'est le Gorafi, donc le fameux journal parodique. Et du coup, effectivement, il avait fait une parodie d'horoscope et il avait rajouté à un moment, en préalable, il avait dit breaking news, officiellement, le furet est officiellement considéré comme un signe astrologique. Eh bien, à bientôt, Raminaï. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz. J'espère que ça t'a plu aussi, le boucle des oreilles. J'espère que ça vous plaît toujours qu'on fasse ça à deux. Je vais couper la VOD et on va se retrouver pour la suite, sachant que, je rappelle, j'ai ça à faire. Voilà, je vous montre ça. À tout de suite.